Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 43 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Avec moi aujourd'hui, il y a un seul homme, c'est Tom. Ça va, Tom? Ouais, salut. Putain, on est déjà au 43. Non, c'est bête, mais à chaque fois, je me fais cette réflexion en fait. À chaque fois que je balance l'intro, je me fais cette réflexion. C'est dingue. Alors aujourd'hui, tous les deux, Tom, on va parler des Knicks. Et oui, contraint, forcé, non, mais on va parler des Knicks, mais on va pas s'apitoyer sur leur sort. Voilà, ils sont ridicules et tout. On va plutôt essayer de s'amuser. Et on va prendre le rôle d'un GM. Enfin, il y a une question sur les Knicks, c'est plutôt qu'ils répondent pour expliquer pourquoi c'est dysfonctionnel. On va prendre le rôle d'un GM et voir ce qu'on ferait si on aurait les pouvoirs aux Knicks. Et ensuite, on va parler de ce qu'on appelle régulièrement le tankathon, c'est-à-dire les équipes en fin de classement qui essayent de tanker pour avoir le meilleur choix de draft. On va les 6-7 dernières équipes du classement, on va essayer de parler d'elles et voir ce qu'il en devient, ce dont elles ont besoin, ce qu'elles peuvent faire cet été. Enfin, voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, laissez des commentaires. On a eu pas mal de commentaires sur iTunes ces derniers temps. Merci, ça nous met 5 étoiles de moyenne sur iTunes, c'est super, merci beaucoup. Pour vous, ça vous prend peu de temps de mettre un commentaire, mais nous, ça nous aide vraiment, donc merci beaucoup. Sur SoundCloud aussi, vous pouvez laisser des commentaires. On essaye de vous répondre. On a peut-être un peu moins répondu cette semaine, mais je fais de mon mieux pour bien répondre. D'ailleurs, en mon nom, je m'excuse, mais je suis l'homme derrière la rubrique pour la draft. J'ai un emploi du temps un peu serré en ce moment, donc je préfère assurer le podcast et au détriment de ma rubrique sur les fiches draft. Vous inquiétez pas, dès la semaine prochaine, ça va revenir. Je m'excuse un peu pour les 2 semaines de vide, surtout que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui regardent les fiches draft, donc je m'excuse vraiment, mais on va revenir, vous inquiétez pas. Voilà, donc après ces plates excuses, on va enchaîner direct après la pause musicale par les Knicks. On va essayer un peu de s'amuser, Tom, autour de ces Knicks plutôt que de s'apitoyer sur leur sort. Ouais. Alors, comme je l'ai dit, on va parler des Knicks, mais je me répète, on va pas s'apitoyer sur leur sort, on va pas dire que c'est une équipe dysfonctionnelle, catastrophique. Ça, tout le monde le sait, donc pourquoi le répéter? Ce qu'on va faire, Tom, c'est qu'on va un peu s'amuser et on va partir du principe qu'on est GM des Knicks. Parce qu'en fait, on a une question sur Twitter de Crispy Buffa, j'espère que je le dis bien, par rapport aux Knicks qui aimait bien savoir pourquoi son équipe n'y arrivait pas, etc. Et nous, on a décidé de faire en sorte que l'équipe y arrive. Donc, on va donner les règles du jeu, si on peut appeler ça un jeu. On est GM, Tom, on a les pleins pouvoirs. En fait, il y a juste, au niveau hiérarchique, il y a juste Dolan qui est au-dessus de nous. Autrement, on peut virer tout le monde, on fait ce qu'on veut. Même Dolan, on peut pas le virer, lui? Ah non, c'est ton patron. Enfin, à part si tu veux virer ton patron, mais je te le conseille pas. Du coup, on va peut-être commencer par le dossier le plus récurrent. On en a parlé pendant presque 1 an. C'est le cas Melo. Tom, qu'est-ce que tu fais? T'es GM des Knicks, t'es promu GM des Knicks demain. Tu fais quoi de l'ami Carmelo? Carmelo, enfin, je pense que tout dépend de l'endroit où je veux aller. Et tout dépend de la maturité, je pense, de Kristaps Porzingis. Là, Rose, il va certainement partir. Bon, Rose, on va évoquer son cas un petit peu plus tard. Mais Carmelo, je pense que pour le bien de la franchise, malheureusement, c'est question de timing. Il faut essayer de le transférer. Et c'est dommage parce que, enfin, voilà, Melo, j'aime beaucoup Melo. C'est un joueur comment dire, qui est dans la lignée des joueurs des années 90, quoi. Et c'est dommage Il est de voir efficace. Ouais, oh là là, ça commence, ça Désolé, commence. c'était gratuit. Désolé. Et puis non, enfin, c'est un joueur qui voulait être à New York. Alors il y a beaucoup qui pensent qu'il a choisi New York uniquement pour l'argent. Il a choisi New York enfin les Knicks pour l'argent, mais aussi parce qu'il est de là, quoi. New Donc, York lui a pas forcément bien rendu ces derniers temps. voilà, c'est ça. Donc du coup, je pense que pour le bien de la franchise, qu'il faut transférer Melo. Mais où et contre quoi, ça c'est une autre question. Ce qu'on rappelle, un truc très important quand il s'agit de Melo. Déjà, Melo, après cette saison, il a encore 2 années de contrat. 2017-2018, c'est 26 millions l'année. 2018-2019, option joueur, à 27 millions 9 l'année. Et mon petit doigt me dit qu'à 27 millions 9, un mec de 34 ans comme Melo, je pense qu'il activera l'option. C'est-à-dire
potentiellement 2 ans de contrat Non, mais encore. son contrat, c'est pas. Il me semble que c'est en 2018 qu'il a l'option. 2018-2019. Ouais, c'est en 2018-2019 qu'il a le TO. Donc, on pense qu'il va l'activer quand même, vu le montant et à son âge, ce serait pas forcément très bête. Et en plus, il a la fameuse non-trade clause, c'est-à-dire, pour ceux qui sont pas au fait, il a le droit de mettre son veto s'il n'est pas content de la destination vers laquelle les Knicks veulent l'amener. Et ça, c'est très embêtant parce qu'on en a parlé en off, Tom. Sa femme, elle a un rôle très très important et ça m'étonnerait pas qu'en sous-main, il y a pas mal de villes qui soient déjà blacklistées où Melo n'ira clairement pas. Ouais, mais après, à ce moment-là, c'est. Enfin, si sportivement Melo veut faire quelque chose de sa carrière en NBA, il a pas le choix, il faut qu'il quitte les Knicks. C'est clair. Il faut qu'il quitte les Knicks. Mais en tant que... Là, on réfléchit beaucoup en tant que Melo, mais en tant que... Moi, en tant que propriétaire des Knicks, enfin propriétaire non, une super GM au plein pouvoir des Knicks, je pense que c'est intéressant de le trader, mais c'est quand même Carmelo Anthony, je veux pas le trader contre rien du tout, tu vois. Je veux quand même avoir une... Pas de star, attention, on va être dans un projet de reconstruction, des jeunes à potentiel, ça serait cool, mais je sais pas si on va lâcher beaucoup de jeunes à potentiel contre Melo, ça pour moi ça reste un mystère, et des choix de draft aussi, mais est-ce qu'on va lâcher beaucoup de choix de draft contre Melo, ça reste un mystère aussi. Donc voilà, mais en fait je veux pas non plus brader Melo, tu vois, symboliquement je pense qu'en tant que GM tu peux pas brader Carmelo Anthony, surtout quand tu as investi autant en 2011, tu veux pas le renvoyer 6 ans après pour des cacahuètes. Pour des cacahuètes. Mais on est d'accord, je pense que c'est le moment opportun pour que les deux parties se séparent, quoi. C'était un sketch il y a quelques semaines, donc autant. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais moi, ma première décision, je te laisse parler après, mais c'est je vire Phil Jackson. Merci beaucoup pour le triangle, voilà, etc. Les tweets sur. Il recommence en plus avec son triangle, Phil Jackson. Mec, si t'as un truc à faire, si tu veux coacher, viens coacher. Moi, je le vire direct. Enfin, première décision, j'arrive, je le vire. C'est aussi net. Donc, du coup, Tom, tu m'avais parlé peut-être de destination pour Melo ? Ouais, enfin, moi je me dis que là, l'équipe qui serait peut-être la plus chaude pour accueillir Carmelo Anthony, et qui a certainement les moyens de le faire, et qui aurait des raisons de le faire, ce serait Indiana pour contenter Paul George. Ah, je vois. Et qu'est-ce que pourrait renvoyer Indiana ? Ça, je sais pas du tout, mais je pense pour les Knicks, eux, ils sont à la recherche de peut-être un tour de draft. Tu peux envoyer peut-être un tour de draft de cette année, même s'il est pas haut. Tu peux envoyer, je sais pas moi, Thad Young. Et tu envoies aussi un contrat expirant et autre chose. Je vois. Après, j'ai pas d'offre en tête, mais je pense que ça fait sens pour les deux équipes. Oui, ça serait, enfin, ça donnerait un objectif clair aux Pacers qui, j'ai l'impression, jouent les deux tableaux avec Miles Turner et les jeunes. Là, ça serait cool. Allez, tu ferais jouer Melo en 4 en plus, ce qui serait d'autant plus cool. À côté de Paul George. À côté de Paul George, ce qui est encore mieux. Et Miles Turner en pivot. Bon, même si là, on est dans l'hypothétique, mais même si la défense. Melo Turner, enfin bon. Après. On est dans. Après, je pense que, en attaque, ça risque en attaque, ça risque de bien fonctionner. Et puis avec un gars comme Paul George qui peut dépanner sur le poste. Si on lui dit Melo viens, il faudra que tu joues parfois sur le poste 4 en défense, je pense que ça lui posera pas problème. Ouais, ça le dérange. Après, on revient à notre position de GM des Knicks. Si on te propose un tour de draft, Thad Young et qui tu voulais proposer également ? Je sais pas, un contrat expirant. Ou un joueur avec du potentiel contre Melo, est-ce que tu dis vraiment oui ? Je sais pas, le choix des Pacers actuellement, c'est ils ont le 12e bilan NBA. Ouais. Ce qui fait que c'est un choix fin top 18. C'est peu après. C'est peu, mais est-ce que tu penses que quelqu'un peut te proposer mieux que ça ? Non, je vois pas. Parce qu'en fait, les destinations dans lesquelles Melo aurait du sens, et ces destinations, on va pas se faire d'illusions, il y a les Clippers écrits en gros,
Ils peuvent rien t'offrir en fait. Mm. C'est ça le gros problème. Après là, je trouve que ça fait vraiment peu. En tant que GM des Knicks, j'ai cette offre sur la table. J'hésite vraiment. Enfin, après, à voir avec Melo, parce que ça doit être contrairement à ce que font les Knicks depuis à peu près 15 piges, c'est-à-dire faut un peu de diplomatie, faut discuter avec le joueur. S'il veut vraiment partir, ok, mais là, je trouve que c'est peu pour lui. Ouais, c'est peu. Moi, ça me désole, tu vois, cette offre-là, mais je suis pas sûr qu'on propose plus que ça pour Melo, quoi. Ah, mais moi non plus. Parce que les équipes sont coupées, enfin, les équipes qui veulent peut-être gagner, je doute qu'elles proposent plus que ça à Melo, et je pense pas qu'elles aient mieux que ce qu'Indiana pourrait proposer. À part peut-être Portland, mais si tu essayes de dealer Melo à Portland, Lillard, McCollum, Melo, difficile. c'est difficile de jouer, avec ça. Et puis, on est parti du principe qu'il activait son option. Mais imaginons, il active pas son option. Ça veut dire que tu trades pour un joueur qui est free agent en 2018. Tu trades pour un an d'un mec qui est... Enfin, Melo, je sais, il a une grosse fanbase Melo. Mais c'est Melo, il a 33 ans, il défend plus trop. Enfin, il n'a jamais trop défendu, mais là, c'est encore moins que d'habitude. C'est difficile de vraiment donner beaucoup pour ce joueur-là. Mais moi, je pense que l'an prochain, Melo, je pense qu'il sera en contracteur, hein, avec le nouveau CBA. Il va se dire, pendant que j'ai un peu de valeur, enfin, il aura 33 ans, il sera pile poil en lice pour pouvoir signer peut-être un contrat sur 3-4 ans. Parce qu'après, il pourra peut-être pas. Il irait rejeter son année à 27 millions 9. Je pense s'il rejette son année à 27 millions 9 pour prendre 3 ans à 60 millions. Ça serait cohérent. Je trouve pas ça déconnant, ouais. Tu vois. Ok, donc. Parce que au sortir de son année à 27 millions, il sera un an plus vieux. Il aura peut-être pas droit il pourra peut-être pas avoir un contrat encore plus, enfin, tu vas pas donner 3 ans de contrat à Melo, tu vas peut-être lui en donner 2, mais enfin. Ouais, surtout un Melo à 34 ans. Ouais, surtout un Melo à 34 ans qui défend déjà pas. Ce sera limite devenu un joueur de banc, quoi, Melo. Ok. Donc, en tant que GM des Knicks, tout d'abord, Tom et Ben, on traîne Melo. Ça, c'est déjà clair et net. Ensuite, on va s'attaquer à un deuxième. Enfin, là, on va plutôt vite fait l'expédier, j'ai envie de dire. Derrick Rose, moi, j'y touche même pas. Enfin, on fait comme ses affaires avec la justice sur l'expédie. Voilà. Non, moi, je touche pas du tout, Derrick Rose. Ah, mais jamais de la vie. Enfin, on va en parler 2 minutes, mais il change pas son jeu. Bon, d'un côté, avec Phil Jackson comme maître à penser et son triangle, mais enfin, non, puis même pour l'image des Knicks, c'est la goutte d'eau, tu peux pas le garder. Car Melo, Derrick Rose. Et c'est un meneur de jeu correct, hein, ce sera plus jamais le Derrick Rose qu'on a connu. Ça va devenir un meneur de jeu moyen, quoi. Moyen dans la moyenne, mais voilà, quoi. Enfin, lui aussi, ça peut être un panic move de l'ami Larry Bird à l'intersaison. Derrick Rose. C'est vrai qu'il l'ami Larry, il aime bien se convaincre des jeux de vieux joueurs cramés qui pourraient l'aider. C'est surtout que là, il est pas trop en position de force s'il veut garder Paul George. Ah bah cet été, il doit. C'est pour ça que il doit prendre des risques. Le trade de Melo pourrait être crédible parce que l'ami, faut qu'il se bouge. Faut qu'il donne des arguments à Paul George pour rester, parce que là, l'ami Polo, il va. Enfin, on l'a déjà dit dans un épisode précédent, mais la tentation Lakers, elle va se faire de plus en plus ressentir de son côté. Donc, bon, Rose, on sera resté 1 minute sur l'ami Derrick Rose, mais je pense qu'on n'a rien à dire. Ensuite, on va faire en sorte les gros dossiers, puis après, on va parler un peu de draft. Joachim Noah. Alors, j'ai dit, Tom, je pense que c'est sujet à débat, mais j'ai dit sur Twitter récemment que je pense que c'était le joueur le plus intransférable de la NBA, parce que son contrat, on le rappelle, hein, mais Joachim Noah a un contrat qui court jusqu'à 2019-2020. Ouais, il lui reste encore 3 ans de contrat. Et ces 3 dernières années, c'est 17 millions 7, 18 millions 5, 19 millions 2 pour un pivot. Je donne cette stat terrible qui, sur ces 8 dernières saisons, n'a joué 67 matchs
qu'une fois. Ben, le souci, c'est que quand tu paies un joueur aussi cher, il faut qu'il soit sur le, enfin, même pas qu'il faut qu'il soit sur le terrain, mais il faut qu'il soit, tu peux pas avoir un joueur que tu paies aussi cher sur le banc. Ouais, bon, C'est comme si c'est de la dead money, en fait. C'est comme si c'est comme si c'est ASIC. Enfin, je suis désolé pour oh là là, l'exemple. le mot est sorti. Je suis désolé ASIC. pour l'exemple, mais c'est comme si c'est ASIC, quoi. Si t'as un pivot qui peut, si tu as un pivot payé aussi cher qui peut pas rester sur le terrain, c'est terrible. Mais il a pas le niveau pour rester sur le terrain, c'est ça qui est dramatique actuellement. Après, Les rares fois il est surtout sur la le terrain. santé. C'est surtout la santé, Noah, tu vois, parce que tu sens qu'il a envie, il a toujours sa fougue, sa hargne et tout, mais c'est le corps qui suit pas. Ça, c'est le seul truc qu'on peut pas lui retirer, sa hargne et son envie, elles sont toujours présentes, ça c'est clair. Mais il est plus assez mobile pour être une force défensive. En attaque, j'en parle même pas, il suffit de regarder les vannes qui tournent sur ses lancers francs ou ses yup ratés. En fait, c'est pour le symbole, c'est difficile de le mettre sur le banc, mais dans le jeu, tu peux pas le laisser sur le terrain, c'est du suicide. Après, ce que j'aime beaucoup avec Joachim Noah, c'est que c'est un culture guy, quoi. Si tu veux, ce sera pas forcément le meilleur joueur de ton équipe, mais tu préfères l'avoir à tes côtés parce que tu sais ce il apporte quelque chose qui va au-delà. En fait, il apporte de l'esprit, de l'âme. Ouais. Il apporte de l'âme. Donc, s'il peut apporter ça, même s'il est mauvais, tu vois, je pense qu'il peut quand même jouer en santé 15-20 minutes, quoi. Mais je pense pas plus. Oui, puis sur cet aspect-là, c'est pour ça que je serais pas pour le trader. Tu peux pas. Si on me fait une grosse offre, oui, je dirais oui, mais ça n'arrivera pas. Tu peux pas le transférer. Si tu transfères Noah, tu dois mettre au moins 2 premiers tours de draft. C'est ça en fait que j'avais expliqué. Ouais, je suis pas allé au bout de mon idée. J'expliquais que c'était le contrat intransférable parce que pour s'en débarrasser, faut lâcher des tours de draft et c'est absolument pas ce que les Knicks ont besoin actuellement. Donc, je pense qu'il est temps tu le mets sur le banc, c'est triste, hein, mais ouais, tu le calmes un peu, enfin pas le calmer, mais ni le mettre au garage, mais réduire son temps de jeu, bref, je vais pas y arriver, donc on réduit son temps de jeu. Et significatif. Ouais, c'est chaud, hein, n'empêche. Ouais. Significativement. Voilà, faut le dire d'un coup, je pense, faut pas réfléchir. Tu réduis son temps de jeu et puis sur le banc, en espérant que ils tiennent, parce que 32 ans avec un tel historique de blessures, il y a des chances que ça se répète de pire en pire. Donc, en espérant, je pense que tu le gardes. Enfin, puis au niveau de la culture, je pense que c'est très important. Puis c'est un Knicks en fait. Ça fait qu'un an qu'il est là, mais il a l'âme d'un joueur des Knicks. Ouais. Et ça, l'âme, c'est très très important. Ouais. Surtout dans une franchise qui en a pas trop depuis plusieurs années. Et enfin, c'est le dernier joueur qu'on va traiter individuellement. Enfin non, on va peut-être traiter plus rapidement les autres joueurs. Courtney Lee, là aussi, signature de cet été. C'est limite la moins pire des signatures de cet été. Mais le pire, c'est pas une bonne signature, quoi. C'est ça le pire, mais c'est la moins pire. Mais ça, on l'avait annoncé, Courtney Lee, il a 31 ans. Enfin, c'est un très bon joueur, Courtney Lee. Hein. C'est un très bon joueur, Courtney Lee. C'est un starter correct dans une équipe moyenne plus. Mais voilà, quoi. Courtney Lee, il fait ce qu'il a toujours fait. C'est un peu comme à l'enfant d'à Boston. Il fait ce qu'il a toujours fait. Et c'est pour ça qu'on l'a signé. C'est un joueur de complément, Courtney Lee. Sauf que c'est un joueur de complément de 31 ans, mais je doute qu'il soit toujours aussi important si tu veux construire autour de Porzingis. Et moi, je serais plutôt pour le transférer, Courtney Lee. Ah, première fois, on n'est pas d'accord. En fait, ça dépend en fait énormément de la draft. Pour moi, c'est Courtney Lee en fait. Ça dépend de ce que je vais prendre à la draft. Même si c'est pas forcément une très grosse draft de deux. Enfin, de joueurs. Enfin, est-ce qu'on peut encore parler de joueurs qui n'ont pas besoin de la balle dans les mains en attaque. Mais j'ai quand même. En fait, j'ai du mal à tout. J'ai peur que les reconstructions, on dégage tout d'un coup. Souvent, c'est pas les plus inspirés, quoi. Bon, après, Inky a fait ça, mais je pense, je serais tenté de le garder, à part si j'ai une bonne offre. Mais comme tu l'as dit, c'est un 2 moyen plus, quoi. Il est largement, il est en dessous de la moyenne à son poste. Et dans le top 20, certainement. Ouais, voilà, c'est ça. Mais les Knicks, et là, on l'a pas encore dit, mais on va être clair, l'année prochaine, ils vont pas viser grand chose.
Donc, quitte à le garder, c'est sûr que dans un an, sa valeur elle sera encore moins haute parce qu'il aura un an de plus, il aura 32 ans, il aura toujours 2 années de contrat supplémentaire. Je sais pas, je serais tenté de le garder, moi, Courtney Lee. Ouais, enfin, c'est un non-facteur, quoi. Enfin, c'est pas lui qui changera l'état de la reconstruction ou non. Après, je pense que c'est quand même, tu peux trouver des jeunes ou tu peux tenter des coups, quoi, tenter un sign and trade avec un joueur plus jeune en mettant son contrat. Ou, je sais pas moi, est-ce que si tu le proposes, par exemple, un sign and trade contre Shabazz Mohamed ou un truc comme ça? J'aime bien, on adore envoyer Shabazz partout, nous. Oui, ça serait crédible, surtout que leur poste 3 au Knicks, c'est un peu, si dans l'optique on vire Melo, on échange Melo, ça serait un peu le désert du Sahara, donc pourquoi pas Shabazz? Surtout que Shabazz, de 1, je vais pas dire l'ego, mais vu le caractère du joueur, je pense que New York, il en rêve. Et de 2, ça permettrait de combler au poste 3, donc pourquoi pas? Après, j'ai peur qu'il demande beaucoup d'argent. Ouais. C'est pour ça que je t'ai dit un sign and trade, comme Courtney Lee est déjà signé. Mais est-ce que son contrat serait pas trop toxique? Ah, ouais, ça c'est. Après, c'est des trucs qu'on peut pas. Ouais. C'est des trucs qu'on peut pas. C'est au potentiel. Hein. Mais oui, après, est-ce que les Wolves seraient si intéressés? C'est vrai que Courtney Lee, c'est un peu un type de joueur qui leur manque, donc il pourrait être intéressé. Après, je sais pas. Ensuite, on n'a pas parlé encore de cette question-là, avant de revenir peut-être sur des joueurs de moins grande importance. La question du coach. Est-ce qu'on garde Jeff Hornacek? Décidément, c'est pas le podcast de la prononciation. Je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Enfin, je pense qu'on sera pas d'accord là-dessus. Moi, je pense qu'il faut quand même le garder. Ah oui, mais oui, j'étais pas d'accord avec son embauche. Oh ben. Je vais pas dire qu'il faut quand même le garder. Moi aussi, je pense. C'est pas qu'il m'a convaincu, c'est juste qu'il m'a pas dégoûté, donc ce qui est très rare pour des coachs NBA, donc ouais, moi je le garde. C'est pas lui le problème en fait actuellement. Généralement en fait il y a un truc que je me dis, c'est quand une équipe ne fonctionne pas bien, généralement tu regardes comment le banc joue et généralement le banc il reflète plus le coach que le 5 que le 5, parce que le 5 tu dois faire avec des individualités fortes. Un peu comme ce qui est le cas à Chicago, tu dois faire avec des individualités fortes et tu es pas forcément en position pour imposer ce que tu veux. Alors qu'avec le banc, c'est beaucoup plus facile. Et le banc des Knicks, je le trouve plutôt intéressant. Donc je me dis que tiens, peut-être que si Hornacek arrive à insuffler cette culture-là avec de nouveaux joueurs, pourquoi pas. Si tu veux, c'est pas Gentry quoi. Mais en fait, j'ai dit que je le gardais, mais ce que j'avais oublié une de mes notes très importantes parce que là, j'avais un plan génial. En fait, je le vire pas pour son manque de son niveau. Enfin, il a été crédible, je pense, comme tu l'as dit, le banc joue plutôt bien. Et dans le marasme new-yorkais, ça a été un des seuls mecs dignes, je pense. Mais moi, je l'écarte juste pour une raison, pour un peu pas donner de la crédibilité, mais redorer le blason de la franchise. J'engage un mec qui aurait dû avoir une chance à NBA depuis longtemps, j'engage Patrick Ewing en coach. Est-ce que ça n'a pas du cachet, ça? Patrick Ewing en coach? Pourquoi pas? Ouais. Hein, pourquoi pas hein. De 1, déjà, tu donnes un poste de coach à Patrick Ewing parce que j'ai l'impression qu'il... Il est blacklisté déjà. Ouais, ça fait 10 ans qu'il le veut. Et tu le donnes à Patrick Ewing aux Knicks, quoi. Après l'incident Charles Oakley, si ça n'a pas du cachet, ça, c'est... Puis tu vendras aux médias l'idée qu'il va former Porzingis, puis voilà, ce sera la cerise sur le gâteau. Ah ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, ça a tenté. Ça a tenté. Après, c'est pas contre Hornacek qui a été, je le dis encore une fois, qui a été crédible, mais c'est juste pour l'impact de signer Patrick Ewing, là, les fans seraient fous, là. Je trouve que ça serait plutôt crédible. Ensuite, on a un peu parlé de draft, alors sans entrer dans les prospects encore, parce qu'on ne connaît pas encore le choix de draft des Knicks précisément. Ça, dans le top 10, hein. Ouais, ça, je pense que ça, on peut s'avancer. Ouais. Clairement, il sera dans le top 10. Ils ont le 7e pire bilan de la NBA actuellement. Donc, ça va dans le top 10. Tu penses qu'il faut partir vers quoi? Ou alors, l'effectif est tellement c'est un peu tellement la reconstruction qu'on prend le meilleur talent. Ouais, voilà. Moi, je pense le meilleur talent disponible,
Sauf si c'est Markkanen, je pense. Ouais, le géant. Il y a d'ailleurs sa fiche sur le site. Je fais mon auto-promo. Pour rapidement, c'est un géant finlandais qui artille comme pas possible, quoi. Le mec Ryan Andersonesque. Ouais, c'est limite le meilleur shooter de la draft alors qu'il fait 2-13, quoi. Ouais. Et du coup, bah, quand tu regardes le top 10 de la prochaine draft, t'as 5 meneurs, t'as 3 ailiers, un arrière et un ailier fort. Donc, je pense qu'il y a moyen d'avoir quand même un bon meneur. Ouais, moi, je serais plus dans l'idée de faire du meneur ma priorité. Parce que comme tu l'as dit, ils vont pas forcément attirer énormément les Knicks cet été. Et le poste de meneur est complètement vide. Donc, je suis pas trop fan de... Enfin, j'aimerais bien avoir un meneur, quand même, surtout un jeune meneur, ça vendra des places avec Porzingis. Enfin... Ouais, c'est ça. C'est créer un double punch, quoi. Créer un duo extérieur-intérieur avec un meneur et Porzingis pour créer une arme sur pick and roll, pick and pop. Ouais, voilà, c'est vraiment ça parce que ils ont pas de meneur. Si on regarde les joueurs qui sont free agent, ils ont pas de meneur l'année prochaine. Et c'est pas juste pas de meneur bon, ils ont pas de meneur tout court. Du tout. Et ils vont vite se retrouver à surpayer quelqu'un qu'il faudrait pas. Ouais. S'ils veulent un meneur correct. Donc autant parier sur un jeune talent, c'est beaucoup plus, et dans l'idée de les reconstruire, c'est beaucoup plus crédible, je trouve. Après, est-ce qu'ils auront de la chance à la loterie? On verra. Est-ce qu'on va leur donner? Oui. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Tu penses que l'ami David Stern tire encore les ficelles et qu'il va donner, comme par magie, un choix de draft? Je pense que les Knicks seront dans le top 3. Ah, dis donc. On est le 13 mars quand on enregistre. Tom, tu veux peut-être donner des infos à l'avance, mais non, mais il y a vraiment moyen. Enfin, après, c'est une telle draft de meneurs que même s'ils se retrouvent 5 ou 6 avec de la chance, vu qu'il y a 5 gros meneurs dans cette draft, ils peuvent rattraper un meneur. C'est ça, c'est qu'ils vont prendre les meneurs parce qu'il y a les 5 meneurs, il y a des ailiers, et puis il y a ceux qu'ils appellent des unicorns, quoi. Tu vois, Markkanen, Isaac, tu vois, c'est des profils un petit peu atypiques. Donc, une franchise peut tomber amoureuse de l'un de ces joueurs-là, quoi, de miser sur le potentiel et du coup le laisser passer un meneur, mais avec le 7e choix, je pense que pour l'instant ils ont le 7e choix, dans un choix avec le 7e choix, je pense que il restera quand même un bon meneur de disponible, quoi. Ouais, peut-être, sûrement pas. Bah, il restera pas Fools ni Ball. Ni Smith Jr., je pense qu'il sera peut-être pas forcément, hein, pas forcément. C'est vrai qu'il descend un peu actuellement. Désolé pour ceux qui ne suivent pas encore la draft et qui sensation qu'on leur parle chinois, mais on verra. Même Fox il remonte, c'est pas sûr qu'il soit disponible. Sinon, Fox, c'est une mauvaise idée. Je sais pas. Fox, je suis pas fan. Il est crafty. J'aime bien, il est crafty. Ouais, je vois. J'aime bien son côté teigneux. Je suis vraiment pas. C'est bête hein, comme idée, mais le meneur qui shoot pas, j'ai appris à m'en méfier. Après, vraiment, le peut aussi descendre. Hein. Ah, mais non! Bah non, parce que c'est le meilleur joueur depuis Michael Jordan. Tom, d'ailleurs, c'est quoi ton avis sur ça? Ça fait 25 minutes qu'on enregistre, on n'a pas donné notre avis. Est-ce que les Bulls sont meilleurs que Michael Jordan? Je pense que c'est une question que le peuple français se pose vraiment. Nos auditeurs se demandent, est-ce que les Bulls sont meilleurs que Michael Jordan? Aux yeux de Lamar, oui. Tu sais, Lonzo, il a un bon shoot à 3 points. Hein. Michael Jordan, il n'est pas si bon à 3 points. Non, mais ça, c'est de la pre-hype. Ah, ça c'est exceptionnel, ça. Merci de, j'ai rigolé tout le dimanche soir. Merci beaucoup. Pour en revenir aux Knicks, bon, on va peut-être parler vite fait des joueurs sur le banc. Je pense que Willy Hernan Gomez, juste qu'il montre en fin de saison, lui, c'est un joueur sur lequel il faut parier. Ouais. Donc, Lance Thomas aussi, je pense. Lance Thomas. Sur le banc joue bien. C'est j'allais dire la faute, non. C'est grâce à Hornacek, mais c'est aussi grâce au fait qu'il y a des joueurs plutôt crédibles sur ce. Ouais. On critiquait le banc des Knicks, au début de la saison, mais le banc des Knicks a limite montré plus de choses intéressantes que le starting five. Ce qui est, quand tu regardes les salaires, ce qui est quand même honteux. C'est terrible.
Bah, même O'Quinn, tu vois, O'Quinn, c'est un gars que tu peux garder pour la culture. Lance Thomas, c'est un gars que tu peux garder pour la culture. Kuzminskas, c'est un gars qu'il faut garder, je pense. Sur le banc, en fait, à part essayer d'échanger Melo, Derrick Rose et peut-être Courtney, tu gardes Tout la le monde. plupart des personnes, en Ouais, tu fait. gardes tout le Ouais. monde, non? Mais Ce qui fait aussi dire que le problème, c'est en haut, en fait, qu'il y a une grosse part du problème. hmm, Parce que quand tu es dans une situation si dysfonctionnelle et que quand tu fais la revue d'effectifs, tu te sépares que de 2-3 gars, c'est qu'il y a un gros problème en haut. Hein. hmm, effectivement. Après, faut voir à la Free Agency. Moi, il y a un gars comme Justin Holiday. Je pense que c'est un gars qu'il faut garder, quoi. Ah, on connaît ton amour pour Justin Justin. Holiday. Moi, je pense que c'est un gars qu'il faut garder, tu peux essayer de le re-signer sur un contrat, un peu comme à la Seth Curry, quoi. Tu le signes sur, peut-être 2 ans à 3-4 millions l'année. Vu que c'est un journeyman, je pense pas qu'il Il fera pourra... trop le difficile, quoi. Surtout pour rester à New York. Non, je pense que c'est, enfin, parmi les personnes à garder sur le RFA, en agent libre, ils ont Rose, Baker et, Baker qui sera, restricted et, Justin Holiday. S'il y en a un à garder les trois, ce serait Holiday. Oui, mais clairement, ouais. Oui, c'est toujours bien. Enfin, c'est un arrière de plus parce que leur ligne arrière, elle est pas Certes, très. pas énorme, mais surtout à la Ouais, main. ouais. Puis autrement, oui, sur les joueurs, enfin, sur les joueurs hors joueurs majeurs, ils sont tous à garder, à part Marshall Plumlee, parce que lui, il devrait même pas être en NBA. Enfin, Il non. fait le nombre, il fait le nombre. Il fait le nom, voilà. Mais autrement, dans tout le monde est à garder. Et on va peut-être conclure peut-être sur la philosophie, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on fait des Knicks? Est-ce que l'année prochaine, du coup, je pense qu'on peut deviner dans ce qu'on a dit qu'on va pas essayer de recruter de free agent comme essaye de le faire à New York depuis à peu près 10 ans. Ah, moi, j'ai deux noms pour toi, si tu veux. C'est vrai? Ouais, j'ai deux noms. Ok, bah j'écoute. Moi, je n'étais pas vraiment prêt à aller à la free agency. J'ai deux noms. Alors, j'essaye, je pense que ça n'arrivera pas, mais Sean Livingstone pour former le meneur. Ah ouais, pas mal. Sean Livingstone pour former le meneur que je vais certainement drafter. Et pour avoir un vétéran solide qui a connu, une équipe qui gagne et dont l'équipe ne pourra vraisemblablement pas, que l'équipe ne pourra vraisemblablement pas re-signer. Et puis, le deuxième joueur, c'est Joe Ingles. Ah, Utah, notre homme. Utah qui a énormément de problèmes, qui aura énormément de problèmes et de soucis financiers à gérer. Ça Donc, sera pas sur le, ouais, ça sera pas au sommet de leur liste. voilà. Donc, Joe Ingles. si tu lui proposes, vu que généralement les grands FA entre guillemets, les grands agents libres, ils prennent une semaine une semaine voire 2 jours, 4 jours pour se décider. Vu que maintenant il n'y a plus la période, le moratorium, enfin le moratoire, donc du coup tu peux, proposer un Ah contrat ouais, tu très veux la tôt. jouer filou en Eh fait. ben Ah ouais, d'accord, oui, j'ai eh ben compris. oui. En fait, t'attends que pendant le temps, on parlera tous des KD et Stephen Curry, et toi tu donnes un petit contrat comme ça Ah, Joe à Ingles. Ingles, Moi, ça c'est ce que je, passe. par exemple, pour Olynyk, si une équipe veut Olynyk, c'est ce que je fais, moi, hein. Pendant que les Celtics sont, sont en train de courir derrière les gros agents libres qui prennent 3-4 jours à se décider, tu fais une petite offre, juste après, enfin, maintenant, je crois que tu peux proposer dès le deuxième jour. Avant, il fallait Oui, c'est ça. attendre, le moratoire. Maintenant, tu peux proposer le deuxième jour et l'équipe a que 48 heures pour s'aligner. Donc du Et coup, si tu le fais, ouais. si tu la joues Mhm. fine, tu fais l'offre, dès que tu peux, et puis, tu regardes et ils ont le dilemme. J'avoue que j'aime bien la possibilité Sean Livingston, à voir après ce qui sera prêt à quitter une situation en or comme celle des Warriors, même si les Warriors auront des sacrés dossiers à la free agency, pour aller aux Knicks. À voir, mais j'aime bien, moi. Après, il y a pas. Le problème, c'est que c'est une free agency où il y a soit c'est des grands noms, ils iront jamais aux Knicks, et encore, est-ce qu'ils vont bouger les grands noms, on sait pas. Et il y a énormément de restricted free agents, c'est-à-dire les joueurs sur lesquels on peut s'aligner. Et je pense que pour la plupart d'entre eux, on en parle déjà des mecs comme Otto Porter et tout, eux, c'est fini, C'est fini. l'équipe va s'aligner. Ouais. Donc ce qui fait que tu te retrouves, je trouve, j'ai déjà un peu regardé cette free agency et moi je la trouve, je vais pas dire faible, Elle est pas si mais énorme que ça, en fait. ouais, ouais. Elle est forte en haut, mais avec les nouvelles règles, ça va pas trop bouger, je pense. Hmm. Ça va pas Après trop moi, bouger.
moi, c'est beaucoup moins. Ce que j'ai dans l'idée, là, j'y ai pensé, je crois qu'il est free agent restrictif de mémoire. C'est beaucoup moins flashy et ça va peut-être coûter cher, mais un André Robertson, tu vois, ce serait pas mauvais, je trouve. Ah ouais, effectivement. Alors, tu en parlais de Culture Guy, Exactement, ouais. effectivement. Après, c'est vrai que, enfin, faut voir s'il est complémentaire avec Porzingis. Genre, tu fais jouer Porzingis en 5 et tu l'intercales en 4. Ah, je le vois peut-être en 3. Enfin, pardon. Porzingis, j'ai toujours du mal à me. Sur les séquences, il est bon en 5, mais je me demande toujours si le 5, vu son morphotype actuellement, c'est vraiment. Est-ce qu'il est assez mûr pour jouer 5? Ça reste un mystère pour moi, j'avoue. Ouais. Parce qu'il y a une différence entre jouer 5 sur séquence et jouer 5 à plein temps. C'est pas le même. Ah non, mais pas à plein temps, hein, Porzingis. Moi, j'ai très peur hein, pour sa santé, Porzingis. Il fait 2,21. Je sais, enfin, moi, j'ai peur que sa carrière soit pas si longue que ça, en fait. Il y a des précédents en plus, donc. Enfin, il fait 2,21, quoi, le gars. Hein. Il fait Ouais. 2,21, le mec contre Giannis, il met 3 points à 10 mètres. Enfin, c'est incroyable, il a un handle de malade. Je sais pas, enfin, on n'a jamais vu un cocktail comme ça, quoi. Ok, donc. Ouais, je sais pas. C'est peut-être ça un peu une des questions aussi qu'on n'a pas. Enfin, si on vient de l'aborder, mais le poste de Porzingis. Je sais pas. Un peu comme Draymond Green, tu vois, 4 au début avec un 5 à côté et puis Ouais. et après tu le mets en 5 dans des line-up où il y a quand même un gars qui peut protéger, bah du coup ce serait Robertson, un gars qui peut protéger la raquette aussi quoi. Après, si tu veux le faire un peu, je sais que vu la saison qu'il fait, enfin le bout de saison qu'il fait dans sa nouvelle franchise, ils vont sûrement s'aligner, mais un Nerlens Noël, pourquoi pas lui faire une offre aussi, hein. Si dans l'idée, tu veux faire jouer Porzingis 4-5, tu peux faire jouer un Nerlens Noël un peu, hein. Tu Ah peux, Dallas va signer, va s'aligner hein, je pense hein. oui, mais quitte à embêter les gens, quoi. Ouais. Ils ont donné tellement pour l'avoir. Ah oui, ah là là, ils se sont sacrifiés, hein, pour. Et ouais, après, je vais juste dire pour conclure que moi, je pense pas il faut peut-être aller chercher un ou deux free agents, mais je suis pas pour ce que je lis parfois sur les Knicks. Tu vois, c'est l'idée de tanker à fond pendant une année. Parce que je pense que maintenant, tanker à l'Est, c'est pas que c'est impossible, mais que le niveau est. Un mec comme Porzingis, certes, il est encore jeune, mais il a tellement de talent, tu lui mets un ou deux joueurs compétents à côté de lui, et c'est plus du tanking parce que tu arriveras à gagner Tu vas 20-25 décoller, matchs. voilà, tu vas Ouais, décoller. Quoique le niveau 20-25 est. matchs, 20-25 matchs, tu tank, hein. Si tu Ouais, gagnes où t'es 20-25 juste nul, matchs, quoi. Ouais, ouais, ouais. si tu gagnes 20-25 matchs la saison, tu tankes quand même, hein, un peu. Oui, ouais, j'ai peut-être un peu vu bas, mais t'es pas loin de la trentaine, tu vois, et pas loin de la trentaine, c'est pas un choix top. T'es pas dans les trois pires, parce que on anticipe beaucoup, mais il y a aucune raison que les Nets soient largement meilleurs l'année prochaine. Donc de base, t'as une équipe dans ta division qui, quoi qu'il arrive, sera moins forte que toi. Les Nets, la blessure de Lynn les a vraiment beaucoup handicapés, hein. Je suis pas sûr qu'ils soient plus faibles qu'ils sont cette année et l'an prochain. Ah non, ils seront pas plus faibles, mais Ils sont pas meilleurs, quoi. ils seront pas meilleurs, parce que là, quand même, les Nets, ils sont à 8 victoires des Lakers qui sont avant-dernier en NBA, tu vois. Il y a vraiment Putain, ils un sont à 8 fossé. victoires des Lakers. Ils sont à 8 victoires des Lakers, hein. Pouah. En Et ayant battu les Knicks d'ailleurs, on parle pas, on a dit, on était dans l'objectif de faire semblant d'être GM parce que je parlerai même pas de ce match parce que je pense que ça résume à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les Knicks actuellement. en coulant 130 points à Memphis. 130 points à Memphis à l'extérieur. Ah, tu parleras de Memphis après, Tom. T'inquiète pas, tu pourras verser toute ta rage là. Je vois bien que ça monte. Bah nous, on va peut-être se calmer parce que j'ai l'impression on adore être GM et du coup, on explose le chrono. Du coup, on va redonner les grandes lignes en fait sur lesquelles on est d'accord. On essaye de trader Carmelo Anthony. On touche même pas à Derrick Rose. On, on garde Joachim Noah pour la culture. Courtney Lee, on n'est pas trop d'accord. Mais autrement, pour le reste, on garde parce qu'il y a des joueurs de talent sur le banc, puis la plupart sont pas chers. Et ensuite, à la draft, on va chercher un meneur et on essaye de faire un ou deux coups à la free agency. Et le plus important, on vire Phil Jackson. Je Ouais. pense que c'est Surtout ça. surtout ça. Surtout ça. On vire Phil Jackson, on lui dit va voir ta femme aux Lakers, elle en a bien besoin, et puis voilà. Enfin, ton ex-femme. Ah oui, ton Ils ont ex-femme. divorcé maintenant. Ah, Non, j'ai même pas va su. faire un putsch, magique. Hein. Aux Lakers, ouais.
Et ben nous, on en a fini avec cette longue séquence sur les Knicks. Et après, ben, on va rester dans le bas du classement après la pause parce qu'on va s'intéresser au Kang de la NBA qui vise la draft. Alors, comme on l'a dit, on va s'intéresser au tankathon, les équipes en fin de classement en vue de la draft, vu que les playoffs vont s'approcher. Et après les playoffs, on va parler un peu des meilleures équipes. Donc, autant leur laisser une séquence assez mauvaises équipes, ou ces équipes en reconstruction, vu qu'il faut être gentil, policé. Alors, tout d'abord, on va pas parler des Nets, enfin, voilà, les Nets, leur choix, tout le monde le sait. Boston va échanger son choix avec les Nets, surtout qu'ils se dirigent tout droit vers le pire bilan NBA. Donc, on écarte les Nets. La deuxième pire équipe de la NBA actuellement, c'est les Lakers, qui sont, on va dire, quand même en forme actuellement, parce que les Lakers, en décembre, c'est 2 victoires, 14 défaites. En janvier, c'est 5 victoires, 10 défaites. En février, c'est 2 victoires, 8 défaites. Et actuellement, en mars, c'est 1 victoire pour 4 défaites. Donc, après leur bon début de saison, ils ont arrêté les Lakers. D'un côté, c'est logique, parce que comme on l'a déjà dit aussi, ça, si les Lakers, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, si les Lakers n'ont pas un choix dans le top 3, il va directement à Philadelphie dans le cadre, Tom, je vais te laisser le dire tellement c'est magique, dans le cadre du transfert de Brandon Knight à Phoenix, et le choix a été récupéré par Philly avec Michael Carter Williams, quoi. C'est un des pics, je crois que c'est un des pics pour Nash que Phoenix a envoyé et à qui a Philly et qui a transité ensuite. Ouais, c'est ça, c'est le oui, de base, c'est un des pics pour Nash. C'est de base, ça date de 2012. Et ensuite, ce pic-là, ils l'ont renvoyé à Philadelphie dans le cadre du transfert de Michael Carter Williams à Milwaukee. C'est quand même exceptionnel. Et quand tu vois maintenant Brandon Knight et Michael Carter Williams, tu te dis aïe aïe. Ah mais moi je te dis, aïe. Quand ces mecs-là ils jouent au Staples Center, moi je suis fan des Lakers, je leur lance des tomates hein, parce que c'est pas possible. Inky. Donc du coup, comme on l'a dit, les Lakers deuxième. Donc là, dans cette partie-là, on va essayer de parler un peu de leur perspective. Les Lakers à la draft, sans encore parler de prospects vraiment. Qu'est-ce qui devrait aller viser ces bons vieux Lakers à la draft? Ouais, les Lakers, je pense qu'il leur faut un culture guy. Il leur faut un... On utilise beaucoup ce terme aujourd'hui. Ouais. Il leur faut un gars... parce que, enfin, les joueurs des Lakers, là, s'ils sont gentils, quoi. Enfin, il n'y a pas... si tu veux, il n'y a pas un gars transcendant, un gars qui... Je sais pas moi, un gars qui... Ouais, voilà, il te faut... tu vois, un gars comme Josh Jackson, tu le mets aux Lakers, tu vois, tu pimentes un peu le cocktail et... Moi, Josh Jackson aux Lakers, ça me dit vraiment, quoi. Un bon ailier, enfin... Un ailier qui a un impact. Joe Jackson, c'est de toute façon quand il est sur le terrain avec son petit afro, tu vois que lui. Oui. Quand il joue, tu vois que lui, le mec qui se bat, il court partout, il saute. C'est le dernier des Jackson 5 en fait. Quand tu vois sur le terrain, tu le rates pas, ça c'est. Et ouais, donc du coup, je pense que lui aux Lakers, ce serait un bon fit. Et limite, tu peux jouer avec lui et Ingram en 3-4, vu que cette année, il joue 4 à Kansas. Il peut jouer 2, 3, peut-être 4 aussi. Donc, ouais, moi, je pense que c'est lui que je viserais et pas Lonzo Ball. Ouais, je suis complètement d'accord parce que de 1, ils ont toujours en fait un besoin à l'aile. Ils ont beau avoir drafté Ingram et avoir donné énormément d'argent à Lou Holding, ils ont toujours ce besoin à l'aile. Et autant, plutôt que, enfin là, ça fait plusieurs drafts où ils choisissent haut et ils vont chercher des attaquants, aller chercher un mec complet qui est capable de défendre, ce serait pas une mauvaise idée. Je te rejoins complètement, c'est ce qu'il faut faire. Pour ce qui est, j'ai rien à rajouter pour ce qui est de la free agency. C'est frustrant de parler avec Tom parce qu'il n'y a jamais rien à rajouter. Ça m'énerve, moi. J'aime bien rajouter des trucs, il n'y a jamais rien à rajouter. Pour ce qui est de la free agency, je pense qu'on est d'accord au niveau des Lakers. Là, faut miser tout sur la draft et on fait rien à la free agency. On touche à rien. Au pire, si on fait quelque chose, on prend un gars sur un contrat court, très court, parce qu'il y a contrairement à ce qu'on a fait cet été, voilà. Du côté des Lakers. Là, tu prends un gars, je sais pas, tu veux surpayer un mec, tu le surpayes sur une saison pour te réserver un maximum de cap space pour 2018, où tu pourras peut-être faire tu pourras tenter ta chance sur Paul George et DeMarcus Cousins. Soyons fous.
Parce Ouais, que Pelinka, je pense pas qu'ils aient pris Pelinka pour simplement pour jouer la draft et reconstruire en en Ah prenant non, leur ils temps. l'ont pas pris pour ramener Jonas Jerebko, hein, ça Non, c'est non, clair. non, non. Je pense pas du tout. Et puis justement par rapport à ça, il y a la problématique de Julius Randle qu'il va falloir re-signer au début de la saison. Moi, je pense que tu le re-signes pas, hein. Tu le laisses aller au terme et parce que tu as besoin du J'arrive... cap space. Ouais, et puis, j'arrive toujours pas à me faire un avis sur lui. Hein. J'arrive toujours pas à me faire un avis sur lui. J'ai été très critique dans un épisode cet été sur lui. Bon, il m'a un peu prouvé. Il est pas mal. Surtout vu comment on l'utilise Walton et qui en fait une espèce de Draymond des fois. Sauf qu'il y a un endroit où c'est pas Draymond, c'est en défense. Et j'ai pas l'impression que c'est une pièce essentielle pour eux en fait. Mais ça peut être un bon starter, hein, Randle. Ouais. Ça peut être un bon starter dans une bonne équipe. Mais est-ce que Mais si tu sacrifies. voilà, si tu le signes tout de suite, tu perds beaucoup de manches salariales et tu te bouches des possibilités. Parce qu'un mec comme lui, il va demander énormément. Et déjà que tu as le contrat de Luol Deng, 18 millions l'année, tu as le contrat de Timofey Mozgov, 16 millions l'année. Si tu rajoutes un autre contrat, plus celui de Jordan Clarkson, pour signer un gros free agent, tu te mets des gros bâtons dans les roues. Donc on est d'accord, je pense que les Lakers, pour une fois, au lieu d'être dans c'est un peu comme les Knicks, mais en moins dysfonctionnel, au lieu d'être dans toutes les rumeurs à la free agency, on draft un mec, 1-3, Judge Jackson, je suis tout à fait d'accord, et on attend un an de plus avant de se décider vraiment. Et puis le souci aussi avec Randle, c'est que tu sais pas si Larry Nance c'est pas un meilleur fit pour ton équipe que lui en fait. Je pense que c'est même pas que tu le sais pas, c'est que Larry Nance c'est un meilleur fit que lui, on l'a déjà dit ça. Hein. Parce que c'est pas un meilleur joueur, c'est un meilleur fit. C'est un meilleur fit. Ouais, si Nance il arrive à développer un shoot consistant de loin, vu ses capacités athlétiques, ça peut devenir un joueur beaucoup plus intéressant que Randle pour jouer avec D'Angelo Russell, Brandon Ingram et le joueur que tu auras drafté si tu as ton choix de draft. Et puis surtout le re-signer, t'as pas d'intérêt à le re-signer, autant de donner un an de plus pour voir ce qu'il vaut vraiment, parce que Julius Randle concrètement, vu à cause de sa blessure, on l'a moins vu qu'un mec qui arrive au terme de son contrat rookie. Donc autant attendre un an et garder ce cap space surtout, parce que je pense qu'il y a des choses à faire. Si dans un an les jeunes ont un peu progressé, on le dit souvent ça avec les Lakers, mais s'ils ont un peu progressé, il y aura peut-être des choses à offrir à des free agents. Donc ça pour. Ensuite, je pense qu'on n'a rien à rajouter sur les Lakers. C'est pas forcément l'équipe où il y a le plus à dire. Les Suns, par contre, je trouve que là il y a plus à dire. Ouais. On en parle d'ailleurs. Je me suis fait cette réflexion-là durant les tops et les flops l'autre fois. On n'en parle pas souvent des Suns. 27e bilan NBA, 22 défaites, 22 victoires, 45 défaites. C'est mieux dans ce sens-là. Tout d'abord, à la draft, Tom, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ils ont été plutôt, à part cette année, autrement, ton ami, j'oublie son nom, ton ami Devin Booker été, c'est un bon choix, on peut pas leur retirer ça. Ah non, c'est un bon joueur. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, moi déjà, j'ai une idée, mais je pense que Brandon Knight, s'ils n'arrivent pas à s'en débarrasser, c'est que personne n'en veut. Bon, franchement, je pense que Phoenix, je pense qu'ils vont descendre, hein. Je pense même qu'ils vont doubler Orlando, parce que eux ils jouent pas forcément. Je pense que eux ils préparent la saison prochaine avec déjà l'effectif qu'ils ont et qui se focalisent pas sur le choix ils misent plutôt sur une progression du groupe qu'ils ont plutôt que le meilleur prospect possible. Je sais pas si je suis très clair. Si je vois, parce qu'en fait, ça revient aussi l'idée qu'ils ont. En fait, ils ont des trous dans l'effectif, mais ils n'ont pas de trous au niveau potentiel. C'est-à-dire, il n'y a aucun poste où tu te dis, dans 2 ans, je sais pas, j'ai qui, si tout va bien. Là, à tous leurs postes, ils ont quelqu'un dans 2 ans, si les choses vont bien. Ouais. Donc, parce qu'à la main, t'as Bledsoe, à la main, t'as Bledsoe, t'as Devin Booker à l'arrière, t'as TJ Warren, t'as un des deux, t'as forcément un des, en espérant qu'un des deux que t'as pris à la draft des 4, Dragan Bender. Ouais, ça marche. Et ensuite, bon, plus compliqué au poste de pivot entre Alex Len et Tyson Chandler, même si Chandler il croit plus trop, mais à chaque poste t'as quelqu'un, donc c'est pour ça moi quand je fais des mock drafts pour Phoenix c'est embêtant parce que j'ai l'impression que tu vas mettre quelqu'un dans les roues à un jeune quoi. Je sais pas. Phoenix, je pense qu'ils prendront le meilleur talent disponible, hein, je pense. Hein. Quitte à le transférer après, ils prendront le meilleur talent disponible. Et est-ce que ça va pas être chiant justement pour eux parce qu'on a dit dans une draft déséquilibrée avec beaucoup de meneurs,
c'est justement l'endroit, s'il y a bien un endroit où il leur faut pas rajouter quelqu'un, c'est à la main. Ouais, à la main et au poste 4 aussi, hein, vu qu'ils viennent de drafter 2-4. Peut-être le poste le plus faible, entre guillemets, ce sera un ailier, ou peut-être même Monk, mais Monk c'est haut, tu vois, en backup de Booker. Ouais. Monk c'est haut. Même si le mec s'appelle Monk, donc c'est jamais assez haut. Le mec s'appelle Monk. Non mais c'est exceptionnel ça. Non mais oui, je vois en fait, c'est quitte à descendre parce que bon là on est vraiment dans la science-fiction, mais il y a des équipes qui voudront monter dans cette draft. C'est pas il y a toujours des équipes qui veulent monter à la draft. Donc quitte à être une équipe pour monter un échange, ça peut être crédible. Mais je vois ce que tu as envie de dire. Ouais, c'est vrai que quand tu regardes leur effectif, et c'est ce que j'ai dit, il manque de jeunes potentiels nulle part. Il faut juste que ça se développe. Exact. Et virer le coach aussi, au passage. Ouais. Enfin, eux, je sais pas vraiment. Au pire, ils prendront peut-être un ailier pour je pense un ailier scoreur, quoi. Peut-être que Tatum, peut-être. Mais voilà. Ou quitte à prendre un ailier défenseur, hein. Je trouve que ça manque de. Tu prends Jackson aussi, peut-être. Ouais, tu vois. Jackson. Bon, après, Jackson, les mecs comme lui, polyvalents, qui peuvent défendre, t'as envie de les mettre partout, quoi. Parce que c'est des profils qui attirent, mais s'il aurait du sens. On va résumer vite fait, mais ouais, voilà, je l'ai dit, Frank Jackson, le mec de Kansas, Frank Jackson. Frank Mason. Mais Frank Mason, il sera pas là. Pas du tout. Oh la honte. Josh Jackson. Désolé. Prénom. Oh, j'ai du mal avec les prénoms américains. L'afro. Hyper polyvalent, gros défenseur, phénomène athlétique. La seule question, c'est son shoot. Donc, dans un système comme Phoenix, ça aurait du sens, quoi. Et on est d'accord, Phoenix, Free Agency, encore, on touche à rien. Enfin, on essaye peut-être d'échanger Knight ou Tyson Chandler, et je pense qu'on n'y arrivera pas, donc on touche à rien. Knight, je pense que pour l'échanger, il faut que tu donnes quelque chose, limite. Ouais. C'est terrible, parce que Knight, certes, c'est que 14 millions, mais c'est de la dead money, quoi. C'est ASIC. Ouais. Et Tom, imaginons les Knicks, là on est dans la fiction, mais imaginons les Knicks veulent monter, ils acceptent de prendre Brandon Knight et on échange les choix. Ils acceptent de prendre, bon. C'est dur, hein, mais c'est la vérité. Contre quoi, du coup? Bah, tu montes et qu'est-ce qu'ils pourraient lâcher, les Knicks? Ils ont rien, les Knicks, hein? Ouais, c'est ça d'un côté. Ouais. Enfin, moi, je veux le pic de Phoenix, en fait. Si je suis futur GM des Knicks, Si t'es GM des Knicks, tu veux le pic de Phoenix, t'as rien pour l'avoir. Hein. T'échanges le tien, t'acceptes de prendre le contrat de Brandon Knight et Tyson Chandler. Ah non, ça fait trop là. Non, mais là, tu te retrouves avec Tyson Chandler et Tyson Chandler et Joakim Noah. Ouais, c'est trop. Ouais, non. C'est énorme. Hein. Non, il me fait trop envie ce pic, en fait. C'est ça mon problème. Après, tu sais pas, hein, vu la théorie du complot, le pic sera peut-être devant. Ouais, mais t'imagines, oui. Ah, dans le scénario où le pic est devant, là, tu peux descendre. Ouais, tu peux descendre et tu vas dire, allez, je vous donne mon pic contre Knight et le vôtre. Si, genre, ils sont peut-être 2 positions plus bas. Ouais, ça pourrait être crédible. Et comme on a dit, la Free Agency, on touche à rien. Enfin, d'après moi, c'est pas, c'est une équipe. Enfin, le problème, c'est qu'on dit à ces équipes-là, on leur demande de pas bouger, mais ils vont bouger. Par contre, une équipe qui va bouger alors là, ça va être marrant, c'est Orlando, forcément. Parce que Orlando. Non, il faut pas qu'ils bougent. Ah, mais le problème, Tom, c'est qu'ils devraient pas bouger, mais c'est ce qu'ils préparent depuis 1 an et demi. Donc, ils vont bouger. Faut virer Inningham avant la draft, hein. Sinon, il va essayer de se sauver. Ah ben non, faut virer Inningham avant la draft, hein. Tu dis, non, tu lui scotches les mains, tu lui prends son téléphone. Tu lui coupes la ligne. Voilà, tu lui coupes la ligne, tu l'enfermes dans la salle. Je crois que c'est de la séquestration. Tu l'enfermes dans le gymnase et tu lui mets une vidéo des plus beaux jumpers d'Elfrid Payton. Tu le laisses pas rentrer dans la war room. D'ailleurs, merci pour les mentions sur Twitter sur Elfrid Payton. Vous m'avez fait marrer, les mecs. Quand Elfrid Payton tape des triples doubles et qu'on me dit, j'étais plié, moi. Alors, le Magic, actuellement, bilan de 24 victoires, 43 défaites. Ça se dirige vers un top 5 de la draft, un énième top 5 à la draft. Et le problème, comme on l'indique, c'est qu'eux, maintenant, vu comment ils ont joué tout ça, c'était l'objectif, la Free Agency, mais on s'est débarrassé d'Ibaka dans un trade qui a un échec, maintenant, on peut le dire. Qu'est-ce qu'on fait, Tom? Déjà, à la draft, on vise quoi? Je pense que là, on est clair. Il a beau être crédible, Elfrid Payton, depuis 4 matchs, c'est le meneur qu'il faut absolument chercher. Le plus gros talent. Là, Orlando, ils ont besoin de talent. Ils ont besoin du talent.
même si c'est pas un meneur, enfin, ce serait bien que ce soit un meneur Ouais, qui ça soit serait le meilleur vraiment, talent. vraiment bien que ce soit un meneur. Ouais, mais le plus gros talent, quoi. Tu prends le talent. Mais même eux, tu vois, même eux, tu vois, Tatum ou Onyelie, ce serait pas con non plus, tu vois. Parce que l'aile, c'est vide chez eux. Oui, oui, parce que oui, c'est très vite depuis l'abandon de l'idée géniale de mettre Aaron Gordon en 4. Merci pour ces 4 mois De d'intense souffrance. rigolade. Ouais. Ouais. D'ailleurs, ces gars-là aussi, on en parlait, ben, va falloir les re-signer avant le début de la saison. Tu donnes combien à Gordon, tu donnes combien à Payton. Franchement, faut vraiment virer Inningham avant qu'il fasse une connerie. Non, mais je vais passer pour le mec qui ose pas prendre de risques. Mais Aaron Gordon, c'est pareil que Julius Randle. J'ai encore du mal à juger de sa valeur. Sauf qu'une équipe va vite tomber amoureuse de lui. Ah bah oui, ça c'est clair ça. Vu ses capacités athlétiques, son physique et le fait qu'il progresse quand même un petit peu, quoi. Enfin, le fait de jouer sur le poste 3, je sais pas si t'as vu, mais là il a amélioré un petit peu son dribble et enfin, une équipe peut facilement tomber amoureuse de ce genre de joueur, quoi. Et puis c'est limite le meilleur espoir qu'il y a là. Hein. On oublie, c'est on pas oublie, limite, c'est de très, très, très loin. Isonja, tu vois, on parlait du poste 3 qui était vide, on n'a même pas parlé de Mario Isonja. Ah non, mais lui, mais c'est le J.R. Smith des Balkans. Merci, j'avais oublié celle-ci. Merci beaucoup. Oh, mais ça me fait plaisir. C'est pas méchant ce que je vais dire, mais ça me fait plaisir que les Européens bustent aussi des fois, pour qu'on arrête de critiquer toujours les Américains dans ce complexe de supériorité de la formation européenne qui est très bonne. Hein. J'ai pas à dire, les Américains ont des choses à revoir par rapport à nous, mais on n'est pas non plus parfait, quoi. Et voilà, c'est l'exemple de Mario Hezonja. Je pense qu'il est absolument parfait. Et donc, pour le reste, moi j'essaye déjà de trader Vucevic. Tu penses? Je pense que Vucevic a un contrat à 12. Vu les salaires qu'ont certains pivots, on a parlé par exemple d'un Joachim Noah à 16, un Vucevic qui a 12 millions l'année en moyenne, jusqu'à 2018-2019, ça passe. Hein. Tu peux avoir quelque chose. Personne n'a besoin de pivot. Ah oui, mais ouais, je sais que tout le monde, ils essayent de les changer depuis plusieurs années, mais personne n'a besoin de pivot, Ben. On a bien vu Nurkic se faire échanger contre Plumlee. Tu changes le pivot contre pivot, mais faut qu'elle ait contre un match. Mais t'as vu le rapport qualité-prix de Vucevic. Il a un bon rapport qualité-prix. Il y a des trucs nulle part en fait. Il y a des trucs pires comme Biyombo à 17 millions dans la même équipe. Bah, tu vois, Biyombo, tu peux pas le laisser sur le banc, quoi, à 17 millions. Et moi, tu vois, c'est limite, moi, dans cette équipe-là, je me demande si Lonzo Ball ferait pas plus sens avec des athlètes et des shooters. Ouais, je vois, si. Ça serait crédible. Ouais, tu vraiment pas en faire un scoreur, mais un distributeur. Ouais, distributeur de la mort qui tue, quoi. Monsieur Outlet Pass. Ouais, je vois. Donc du coup, si t'as besoin de ça, tu gardes absolument Jeff Green, non? Ah non. Ah non, t'inquiète, Jeff Green, tu verras qu'il trouvera une équipe qui va miser sur lui, voilà, génial. À l'aile, tranquille. Il peut peut-être faire une bonne saison, ok. Non, mais sérieux, moi, franchement, Lonzo Ball aux côtés de, je sais pas moi, Evan Fournier, Terrence Ross, ouais, puisqu'il est là. Et après, quel entrain. T'as Aaron Gordon et Biyombo dans la raquette, ça court, c'est athlétique, ça peut shooter, pourquoi pas? Ils partent de tellement loin l'un d'un côté. Je me rappelle aux doux souvenirs du Magic en playoff en début de saison. Ah, mais moi c'est que j'avais misé sur le trade de Dragic. Ah, c'est vrai que je te visais même pas toi. C'est vrai que tu les avais donnés. Ah non, mais il y a d'autres personnes très crédibles qui donnaient Orlando, la défense. Orlando, franchement, je les avais mis en 9 parce que comme au départ, je pensais qu'ils allaient récupérer Dragic très tôt. Et ça ne s'est pas fait. Ouais. Mais j'assume. D'ailleurs, et moi aussi, j'avais Miami. Le mec qui aurait parié au début de saison qu'Orlando serait à 8 victoires de Miami et dans le bas, il doit être très riche celui-là. Bref. Ouais, et pour Orlando, pour ce qui est de la free agency, je suis d'accord avec le choix de Ball. Et pour ce qui est de la free agency, on se répète, mais ne touchez à rien. Virez Rob. Et ouais, touchez à rien. De toute façon, quand tu donnes 17 millions à Biyombo, t'es obligé de le faire starter au bout d'un moment. Mais d'ailleurs, bravo à son agent à Biyombo, parce que c'est quand même un sacré vol. Mais eh ben oui, hein, quand tu démontes un 3 rookie qui joue pivot en playoff. Tu mérites tes 17 millions. Tu mérites tes 17 millions. Tu les as pas volés, hein.
Alors, ensuite, on continue. Une franchise intéressante, les 76ers. 24-42 comme bilan. Qu'est-ce qu'on fait de leur côté? Je pense que là, le besoin, il est clair. Il faut aller chercher des mecs à l'arrière. Et ça tombe bien, vu qu'on a une grosse draft à l'arrière, encore une fois. Très simple. Là, il n'y a pas besoin de tergiverser. Moi, je sais pas. Je suis un petit peu... Je sais pas qui prendre. Je sais pas. Enfin, il y a tellement de choix. Il y a tellement de choix avec... En plus, c'est pas dit qu'ils aient qu'un seul choix, en fait, Philly. Ouais, est-ce qu'on le rappelle? Alors, Philly, là, c'est là où ça devient très compliqué. Là, je conseille aux auditeurs de s'arrêter, de bien réfléchir. Philly peut avoir le choix des Lakers, comme on l'a dit. Philly a la possibilité de swapper, échanger son choix avec les Kings aussi. Ouais, s'il est plus haut. S'il est plus haut, oui, bien sûr, parce que l'échanger, il est plus bas avec les Kings qui seraient capables de faire ça. Donc, dans le meilleur scénario, pour Philadelphie, les Kings gagnent la loterie, ils récupèrent le choix 1, et du coup, une autre équipe rentre dans la loterie, dépasse les Lakers, et ils se retrouvent avec le choix 1 et le choix 4. Ce qui est, pour eux, c'est parfait, quoi. Après, limite, dans un cas de figure là, qui est idéal, qui est parfait, là, il faudrait limite échanger, en fait. Leur problème, c'est que, vu que c'est Ben Simmons, en théorie, ça doit être le mec qui doit mener l'attaque. Mais t'as un bid aussi, hein. Mais t'as pas le meneur. Moi, j'aurais bien aimé un mec capable un peu de mener la gonfle, oui, mais une gâchette, en fait. Et là, je l'ai pas. Une gâchette qui est capable de défendre et un peu de mener la gonfle. Il n'y a pas ça. Monk. C'est que des... Ouais, Monk. Bah, moi, c'est pas un meneur, Monk. Ouais, c'est ça, c'est en fait. C'est un pétard. Monk, c'est du Lou Williams. Monk, Sauf qu'il s'appelle Monk, donc. Ouais, voilà. Monk, c'est un mec très explosif, un shooter très athlétique. Je sais pas si on a déjà vu un aussi bon shooter aussi athlétique. Je sais pas si, enfin, cette combinaison-là, qualité athlétique, c'est très rare hein, de voir ça. Après, tu sais pas, peut-être qu'ils peuvent essayer de faire un trade pour Bradley, pour essayer de le faire jouer à la main. Ouais. Je pense s'ils ont plusieurs picks, ce qui est probable, enfin pas probable, ce qui est vraiment possible, il ferait mieux d'échanger en fait. Ça serait plus logique parce que j'ai du mal à trouver un arrière. Après, imagine, ils ont le premier choix de draft, ils n'arrivent pas à échanger le trio Markelle Fultz, Ben Simmons, Joel Embiid comme base pour ta franchise. Ça va. C'est pas mal. T'es bien avec ça. C'est quand même pas mal, tu vois. Après, peut-être Franck. Je sais pas. Philly, c'est un peu un casse-tête. Parce qu'après, il faut pas que t'aies non plus trop de jeunes talents, parce qu'il te faut quand même développer des role players qui pourront accompagner tes talents, quoi. Tu vois, un peu comme, moi, Luaou, je trouve que c'est un parfait complément pour Ben Simmons et Joel Embiid. Il est très fort, Luaou, hein. Enfin, très fort, non, mais il montre des belles choses pour un rookie. C'est pour ça que d'ailleurs, il est parti. Ça restera un mystère pourquoi il est parti si bas. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Et oui, c'est un joueur de complément, donc quitte à peut-être échanger. Mais le problème, quand on dit ça, c'est que c'est le patron dans la maison, c'est Colangelo, et j'ai confiance nulle dans ce mec pour faire un échange crédible où son équipe se fait pas entuber en fait à la fin. Ah ouais. Mais sinon, ouais, ce serait, je pense, le meilleur meneur disponible, hein, du coup. Ouais, tout simplement. De préférence, un mec qui ait pas trop besoin de la gonfle et qui puisse sache défendre. Donc pourquoi pas Frank Ntilikina ou voire même Fox, je sais pas moi, il m'intrigue. D'accord, ok. Il m'intrigue Fox. Ok, je le sens. Mais et encore une fois, enfin, on dit tout le temps ça, mais la free agency, de toute façon, je pense pas que un mec de renom irait encore à Philly, et c'est pas le moment. Tu peux balancer des poisons de pile, hein, KCP, tu peux tenter KCP, hein, rien ne t'empêche de tenter KCP. De lui donner un max et puis de voir si ça match du côté de Détroit. Ce qu'il devrait faire en théorie, mais bon, Détroit actuellement c'est un peu le Titanic, donc c'est pas, mais oui, tu peux toujours tenter ça, mais j'ai l'impression qu'en fait il y a beaucoup d'équipes, c'est un peu leur créneau. Les Nets, 76ers, bon bah c'est un peu leur créneau de balancer des contrats pourris en espérant que les autres vont s'aligner. Mais d'ailleurs, bon, alors on a très peu de matchs, mais Justin Anderson d'ailleurs il a montré des choses intéressantes, donc pourquoi pas. Enfin, je dis pas que c'est un titulaire en puissance trop fort, mais j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment le poste de meneur, le gros besoin, quoi. Ouais, c'est vraiment ça vraiment en priorité. Et ensuite, après c'est du méga bully ball, hein. Si tu fais Justin Anderson ton 3 titulaire, tu te retrouves avec
un front court avec Justin Anderson, Ben Simmons et Joel Embiid, dans le meilleur des cas. Ouais. C'est du bully ball. Hein. Et ensuite, je pense qu'on va finir avec nos amis les Kings, qui sont un peu en difficulté quand même depuis le trade de Boogie. Heureusement, je pense que c'est d'ailleurs une victoire, 8 défaites depuis le trade de Boogie, malgré la présence du futur Stephen Curry. Étonnant. Non, je rigole. Qu'est-ce qu'on ferait? Alors déjà les Kings, alors je pense que plutôt que faire, on va plutôt prier. Ça serait plutôt ça à faire, hein, prier que on n'est pas. En fait, c'est ça qui est terrible dans leur situation, c'est qu'ils doivent prier de ne pas avoir un choix meilleur que celui de Philly, parce que comme on l'a dit, ils vont se le faire échanger autrement, ce qui serait terrible quand même. Et prier aussi pour que le choix des Pelicans ne soit pas à la loterie, ne soit pas dans le top 3, sinon ils le perdent. Parce que comme, dans le trade, à l'occasion du trade de DeMarcus, comme on l'a dit, comme on l'avait dit, vous l'aviez dit, j'étais pas là à l'épisode sur ce trade. Les Pelicans ont envoyé leur choix, mais on ne sait comment ils ont réussi à le protéger top 3, ce qui est toujours incompréhensible. Et les Pelicans sont mauvais. Et les Pelicans ont quand même le 8e pire bilan de la NBA à l'heure actuelle, donc il y a une petite probabilité pour qu'ils soient dans le top 3. Elle est de 9,9%. T'imagines si les Pelicans, en ayant attiré Boogie, en plus ils se retrouvent avec un choix dans le top 3 de la draft. La Dems, il a un contrat à vie là. Ah ouais, là... Bref, ouais, les Kings. Alors, on part du principe, allez, on n'est pas trop méchant avec les Kings, on part du principe qu'ils ont un choix milieu top 10. Je pense que encore une fois, on va... Pour l'instant, ils sont 6 et 8, disons, ils sont 6 et 8. Ouais, voilà, c'est ça. C'est tellement le désert complet, tu prends le meilleur joueur disponible, mais tu réfléchis pas, en fait. Tu prends un meneur, surtout. C'est quand même le désert aussi, c'est ça qui me fait peur, moi. En fait, vu que dans la tranche où ils sont, le meilleur joueur disponible devrait être un meneur, autant prendre le meilleur joueur disponible. Ouais. Mais ça doit être ça pour eux, en fait. Ça peut pas être autrement. Tu peux être Darren Collison. Darren Collison. Qui est en contrat en plus, ouais. Et qui, vu son qui va se barrer certainement. C'est tout sauf une assurance tout risque. T'es obligé, oui. C'est vrai que moi, en fait, je partais du principe. Le meilleur joueur disponible, ça va forcément être un meneur, donc prenez le meneur. Même si ton ami dit Aaron Fox, j'ai extrêmement de mal à Sacramento, tu vois. De toute façon, Sacramento l'an dernier, il n'y a qu'un seul joueur qui est venu passer le work. Non, mais ça c'est terrible. Un seul joueur du top 30 annoncé qui est venu passer un workout. Ils l'ont pas pris. Tu sais qu'en plus, j'avais vu que c'était les Kings eux-mêmes qui, vu que maintenant il y a une période à la draft où les joueurs ont le droit de faire le combine, ils avaient préparé genre 350 équipements, un truc comme ça, tu vois. Genre, les mecs, il y a qu'un mec qui est venu. T'imagines, ils dépensent l'argent pour rien en plus. Ah putain. Ils sont géniaux. C'est terrible. Mais non, moi je vois bien un combo. Alors là, je sais pas. Hein, je sais pas si il sera toujours disponible. Mais je vois bien un combo Fox s'il est toujours disponible. Enfin, le meilleur meneur disponible avec Isaac. Il sera en 3-4. Ouais, si tu pars du principe qu'il est encore là. Ouais, ça serait pas mal. Je pensais que tu allais me sortir Markkanen. Non, Markkanen, non. Pas Markkanen, ouais. Non, enfin, je pense pas, non. Je pense pas. Oui, Markkanen, moi je le vois plus à Dallas, hein. Ah oui, je sais pas s'il descendra jusque là, mais je le vois plus à Dallas, Markkanen. Ouais, la filiation, ouais, elle est claire. Ouais, de toute façon, faut juste pour une fois, faut qu'ils prennent le meilleur joueur disponible et qui se rate pas pour une fois. Je pense que c'est juste ça qu'on peut leur souhaiter, les Kings, et de pas voir leur choix se faire échanger. Le combo Fox-Isaac, il est cool. Je sais pas si, surtout pour le deuxième cité, je sais pas s'il sera encore là au moment du choix des Kings, mais ça serait cool. Parce qu'actuellement, en fait, il n'y a pas de joueur irremplaçable, mais les deux joueurs qui semblent, les deux sur lesquels tu penses parier dans l'avenir, c'est Buddy et Willie Cauley-Stein. Donc, il faudrait peut-être éviter de prendre un arrière et un meneur, un arrière et un pivot. Et vu avec tes deux choix, c'est plutôt complémentaire, quoi. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. Ouais, t'as Skal aussi qui peut peut-être se développer. Donc, non, mais voilà, quoi. Après, on n'est pas à l'abri que les Kings prennent la Ligue Ponk. Ah là, ça serait le choix le plus Kings.
du monde. Le plus kingsien. Ouais. Ce serait terrible. On prend le mec qui shoot parce que c'est le futur Stephen Curry. C'est une obsession, ça, du proprio. Ça fait 15 fois qu'il nous vend le futur Stephen Curry. Je pense qu'il va te prendre le mec qui shoot de loin et puis voilà, il va. Quand tu vois le nombre d'arrière shooters qu'ils ont pris consécutivement là, mais c'est terrible ça, mais c'est pas possible. Mais je pense que c'est ça les workouts des Kings en fait. Le workout des Kings, c'est ils demandent au mec de shooter le plus loin possible et celui qui le rentre, il sera choisi en fait. Ah, je comprends pourquoi ils ont pas pris Baldwin. C'est ça le workout en fait. Ils économisent, tu vois. C'est le mec qui shoot de plus loin. Bon bah allez, toi t'es le nouveau Stephen Curry, on te prend. On est méchant, non mais on est méchant. Mais... Et pour ce qui est de la free agency, je pense que c'est même pas qu'ils doivent pas toucher, c'est que personne va venir en fait. Ah moi je pense que pour la free agency, faut pas qu'ils bougent. Et essayer de récupérer de surpayer des vétérans sur peut-être genre 2 ans. Tu surpayes un vétéran, un mec qui aura que l'argent pour le faire venir là quoi, tu vois. Ouais, je vois. Tu surpayes un vétéran s'il y en a un de disponible. Et surtout, tu essaies de récupérer des contrats pourris avec des pics. Ouais, c'est ça. Quitte à devenir un cimetière pour vieux éléphants cramés, enfin, tu fais ça, ouais, je vois. Pourquoi... Ouais, il y a un paquet de contrats pourris après le marché de cet été, enfin de l'été dernier, donc tu peux faire ça, mais enfin, je sais pas en fait. Je suis tellement déboussolé par ce trade de Boogie toujours, même s'il a survenu il y a plusieurs semaines, que j'ai un peu de mal quoi, à toujours voir. J'ai du mal à voir la direction et surtout à leur faire même confiance quoi. Je sais pas. Après tu vois, faudrait peut-être regarder du côté de Portland parce que ce qui se passe à Portland, Portland, c'est que ils ont énormément de contrats. Ils ont 3 pics de draft pour cette année, celui de Memphis, le leur plus celui des Cavs. Et attention, comme Yusuf Nurkic performe, lui aussi étant de la draft 2014, tout comme Noah Vonleh, qui le line-up avec Vonleh et Nurkic, même si c'est sur un petit temps, hein, c'est je crois à peu près 100 minutes pour un peu moins, ils ont un net rating de plus 40. C'est pas mal. Donc c'est pas mal. C'est un petit échantillon et du coup tu te dis que va peut-être falloir les payer ces gars-là et comme ils sont de 2014 aussi, est-ce que tu les prolonges avant le début de la saison ou pas? Et dans ce cas-là, il faut libérer de la place dans la marge salariale. Allen Crabbe, surtout qu'ils vont adorer les Kings. Ça. Un mec qui shoot, ils vont surkiffer. Voilà, Allen Crabbe, si t'envoies Allen Crabbe plus je sais pas moi, plus un pic et ils te prennent un petit contrat ou un gars qui peuvent couper par exemple je sais pas moi, Flalo il a un contrat intéressant, il a qu'1 million garanti et puis coup fausse ou un truc comme ça, enfin je sais pas hein, je dis des trucs tu vois au hasard, mais juste pour leur permettre de re-signer Nurkic qui fait vraiment du bon boulot depuis qu'il est arrivé là-bas. Ah c'est incroyable, c'est inattendu, ouais, c'est grosse surprise. Donc du coup, faut libérer la masse salariale, c'est-à-dire qu'ils voulaient se prémunir en libérant Plumlee, sauf que Nurkic, il faut le re-signer aussi. Je pense qu'ils n'avaient pas prévu qu'il serait si bon que ça. Franchement, c'est ça le problème. Ils n'avaient pas prévu que Nurkic ça allait aussi bien marcher. C'était pas prévu dans le plan ça. Donc. Mais ouais, Crabbe, de toute façon, Crabbe, on essaie de. Je pense que c'est une des constantes du podcast. On essaie toujours de s'en débarrasser d'Allen Crabbe. Ou même si Crabbe, ils n'arrivent pas à le refourguer, il faut au moins. S'ils envoient aux Kings, je sais pas, moi, Myers Leonard un pic, les Kings vont pas faire les difficiles, ils vont prendre. Hein. Ouais, de toute façon, les Kings devraient faire les difficiles dans aucun trade. Vu leur situation actuelle. Déjà qu'ils font pas les difficiles quand c'est leur superstar, leur franchise player. Alors, mais pour Portland, de toute façon, Portland, on parlera forcément de leur situation un jour, mais elle risque d'être très compliquée. Donc, elle l'est déjà. Oui. Là, ils ont la progression, elle peut être qu'interne. Hein. Ah oui, quand t'as Crabbe à 18 millions l'année et Van Turner à 16 millions l'année. T'as aussi Lillard qui doit être à 26 et CJ McCollum qui sera à 20 l'an prochain. Ouais, 23 et 23, ouais. T'as Myers Leonard qui a 10, je crois. Ouais, il fait 9, 10, 11. 10 jusqu'à 2020. T'as aussi Harkless et là tu te retrouves à devoir re-signer Nurkic et Vonleh parce qu'ils font partie de l'équipe qui fonctionne bien en ce moment. Donc, va falloir se gratter la tête, hein. Sachant que t'as quand même le truc exceptionnel, c'est que t'as 2 millions de dead money de Anderson Varejao en plus. C'est génial, bref.
parle peut-être chinois là pour les moins, ceux qui sont moins au fait parmi nos auditeurs du salary cap, mais ouais. Ça fait quand même mal d'avoir déjà que t'es au taquet, avoir 2 millions de dead money de Anderson Varejao, c'est un peu le cerise sur le cheesecake. Hein. Ça fait très mal. Ouais, j'avoue. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là parce que après les Kings, c'était les Knicks. Les Knicks, on en a déjà parlé. Donc du coup, je pense que Tom, on a bien joué au GM. Et après la pause, on va finir avec nos tops et nos flops. Et on va finir par les tops et les flops comme d'habitude. Tom, ton top ou ton flop, comme tu veux. Bon, on va commencer par le flop là parce que non, j'en peux plus. Je suis obligé de lâcher. J'en peux plus là. Memphis, les gars, les Memphis Grizzlies sont scandaleux. Non mais c'est pas possible de jouer comme ça. Tu ne peux pas jouer à un tel niveau, te pointer chaque soir sur ton terrain et ne montrer aucun effort quand c'est censé être ton mantra, fort, ouais. Ton mantra et voilà, ton point fort. Tu peux pas venir et être vide, venir sur le terrain, être vide, ne pas jouer sur tes valeurs. C'est pas normal, c'est pas possible. Memphis est une équipe, l'attaque de Memphis est meilleure que sa défense aujourd'hui et c'est catastrophique. C'est catastrophique de dire ça. Sur les 10 derniers matchs, Memphis prend, écoutez bien, 112,7 points, presque 113 points sur 100 possessions. Pour une équipe qui est censée être une grosse défense, ils sont avant-derniers sur les 10 derniers matchs, ils sont avant-derniers. Seuls les Cavs sont pires avec 114. Mais 114, ça encore. On en reparlera, Tom. Mais, tu ne peux pas. C'est comme si les Warriors avaient un offensive rating de 85 points par match. 90 points par match. 90 points sur 100 possessions, pardon. Non, tu peux pas. C'est pas possible de jouer comme ça. Et j'espère qu'on va quand même trouver une solution parce que non, c'est pas possible. Je suis désolé, c'est pas possible. Et je suis choqué et scandalisé par l'attitude et le non-verbal des joueurs, quoi. Enfin, c'est terrible. Je suis un fan frustré. On avait fait un épisode cet été pour demander, et je crois que la question c'était, je t'avais demandé, est-ce que Memphis a toujours le grit and grind, tu vois. Là, l'occurrence, ils l'ont plus, là. Je t'ai dit, le truc a changé, hein. Memphis, ils ont réussi on a réussi à faire on a enchaîné les 2 meilleurs mois consécutifs de l'histoire de la franchise à l'offensive rating, sauf que là, les joueurs sont plus intéressés par le scoring que par la défense, sauf que on n'a pas le matériel pour être une équipe régulière offensivement. Donc, quand on n'est pas dedans en attaque et qu'on se trouve en défense, on prend des cartons. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un net rating de moins 6,6 sur les 10 derniers matchs. 28e bilan de la NBA depuis le All-Star Break. Voilà. Seules 4 équipes font pire en termes de net rating sur les 10 derniers matchs. Le Magic qui a moins 8,2. Philadelphie qui a moins 8,2, Sacramento qui a moins 9 et les Lakers qui sont indétrônables à moins 11,1. Moins 11,1. Bon. Ah, vous vous rendez compte qu'on est derrière les Bulls sur les 10 derniers matchs? C'est chaud. Vous êtes derrière les Nets. On est derrière les Bulls, on est derrière les Nets, les Knicks, les Suns, même les Pelicans. au net rating. Non, c'est pas possible. Et puis Fisdale est courageux, tu vois, il cherche des solutions, il tente des trucs, mais je crois que c'est difficile en fait. Son message passait mieux en début de saison parce qu'on jouait avec beaucoup plus de jeunes. Et puis là, c'est dur d'enlever des sénateurs de leur petit train-train. Ouh, ça. Des sénateurs. Ah d'accord, oui, je vois Tom, il est pas content là. Non, mais c'est vrai, ils jouent comme des sénateurs. Enfin, ils jouent sans sentiment d'urgence. Et t'as l'impression que, le coach il tente des trucs, mais qu'ils se disent t'inquiète coach, on est des joueurs de playoff, on est une équipe de playoff, tu verras en playoff. Actuellement les playoffs c'est contre les Spurs. Et non seulement ça, sauf que la NBA a changé les gars, et vous n'êtes plus les mêmes. Vous avez toujours le même, c'est toujours le même maillot, c'est toujours le même nom qu'il y a derrière le maillot, mais le joueur est différent. Oh, j'ai rien à rajouter.
Ça vient du fond du cœur, ça. Mm. C'est vrai que alors que tout le monde à l'ouest, là, parmi les 7, à part les Warriors, on va un peu en reparler, les 7, tout le monde tourne à peu près bien. C'est vrai que Memphis, ils n'ont pas choisi le bon moment pour arrêter de jouer au basket, quoi. Memphis est à l'ouest. Ouais. Oui, à l'ouest, pardon. Oui, Oui, Memphis est à l'ouest. Ouais. Ah oui, d'accord. Subtil. Ah non, je pensais que j'avais dit l'est sans réfléchir. Ah oui, là, ils sont complètement à l'ouest. Et puis, dernière chose, Fizdale. Je veux bien concevoir les rookie mistakes. Mais quand tu manques de shooting, tu ne mets pas Andrew Harrison dans le 5. Tu ne mets pas Andrew Harrison dans le 5. En plus, avec Chandler Parsons. Pour vous faire simple, Andrew Harrison et Chandler Parsons tournent à 34% au jump shot. Tu ne peux pas jouer avec les deux dans le 5. Non, mais la vraie information dans cette phrase, c'est que Chandler Parsons joue encore au basket. Et tu te rends compte? Ça j'avoue. Au moins, il joue. Il essaye. Il est très très mauvais, mais il joue. S'il était moyen, je pense qu'on serait bien meilleur, mais il est horrible. Chandler Parsons. Il est vraiment horrible. Du coup, je vais enchaîner. Ah, je peux pas faire mieux. Hein. Moi, mon top. Là, ça va être très court. C'est plutôt mon flop qui va prendre du temps. Mon top, c'est. Je vais peut-être vous mettre un lien parce que vu que ma prononciation en anglais va être un peu catastrophique. Mon top, c'est juste un titre musique. Une musique, c'est. Je vais le faire à la française. Hein, c'est 100 000 Machine Guns. Je vais essayer de mettre sur Twitter le lien. Ce sera plus simple. De West Side Gun. C'est dans un de ses projet qu'il a sorti récemment qui s'appelle Hitler on Steroids. Alors je trouve le nom de abominable. D'ailleurs, non mais ça, moi c'est, il y en a qui essaient de le défendre. J'ai lu en expliquant c'est un jeu de mots, faut savoir. Non, moi je trouve pas ça rigolo. D'ailleurs, on voit d'ailleurs le Hitler sur la cover. Sur la cover, oui. D'ailleurs c'est moqué, mais je vous mets au défi quand vous êtes dans les transports en commun, d'avoir une musique où il y a Hitler et de regarder le regard des gens quand vous écoutez, vous allez passer pour un débile profond. Non, mais plus sérieusement, c'est un rappeur tout à fait normal. Enfin, il y a pas de, et le son est incroyable. C'est le meilleur truc que j'ai entendu en 2017. Enfin, c'est incroyable. Enfin, c'est exceptionnel. Enfin, j'ai rien à ajouter. C'est incroyable. Enfin, ne vous arrêtez pas sur l'histoire d'Hitler. Hein. Ça, c'est un délire de rappeur. Il y a bien des rappeurs qui ont appelé leur projet KKK, donc on a tout vu. Hein. Les mecs, des fois, ils ont des délires, mais le son 100 Machines Gun, il est incroyable. Incroyable. Ce sera mon top. Voilà, à toi, Tom. Alors, mon top, ce sera 3 tops en 1. Ce sera 3 tops en 1. Alors, le premier, Chris Middleton. Il revient fort. Chris. Non, ça fait plaisir. On en parle depuis le début. On en parlait depuis le début de saison. On était très haut dessus. Et dommage on n'ait pas pu voir le trio en action avec Jabari. J'espère pour eux que l'an prochain ce sera le cas. Mais je suis content de voir qu'il est bien revenu de sa blessure. J'avais peur d'une rechute ou c'est le vrai Middleton. C'est bien. Il est pas parti celui qu'on avait l'an dernier. Ah oui, il nous fait pas une Chandler Parsons. Non, voilà, c'est le même. C'est l'idéal. Sinon, mon deuxième top, ce sera. C'est assez bizarre, hein, mais Russell Westbrook, écoute bien Ben, Russell Westbrook, cette saison, est à 32 triple-double. Ouais. Le 10e de l'histoire, qui est un certain John Havlicek, qui joue au basket, qui a joué 16 ans à NBA, il est 10e de l'histoire, il en a 31. Russell Westbrook a fait plus de triple-double en une saison que le 10e all-time en 16 ans. T'as pas le droit, Tom, de faire ça, de placer cette stat-là le jour où il n'y a pas Pierre, en fait. C'est un couteau dans le dos, ça. Non, mais c'est incroyable, ouais. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est incroyable. Et puis, mon dernier top, c'est Rudy Gobert. Quand il joue pas, tu te rends compte que Rudy Gobert, mec. Défenseur de l'année. C'est le défenseur de l'année. Rien à dire. Le mec est premier partout. Il est premier au win share. Il est défensif win share. Il est premier. Enfin, le temps que je retrouve, le temps que je te dis, enfin, ils jouent contre le Thunder, ils ont joué contre le Thunder ce week-end. Ils prennent 63 points à la mi-temps. Et tu te rends compte que, les points du Thunder, à pleine passe lobée de Westbrook à l'intérieur. Enfin, les mecs drive ou la Dipo est en feu. Enfin, cette saison, Rudy Gobert, il est premier au bloc, premier au block percentage, premier au defensive rating, premier au defensive win share et premier au defensive win plus minus. C'est le
C'est le MVDP en fait, c'est Voilà. le Most Valuable Defensive Player. Exactement. Donc pour moi, Rudy Gobert est le DPO. Ok, on verra. Sans offense à Draymond, hein, mais. Je pense que c'est Draymond qui l'aura. Enfin bref, c'est de la politique tout ça. Mais... Parce qu'on se rend pas compte que Gobert joue avec des line-up avec Dio en 4. Joe Johnson en 4. Ouais, on l'a dit la semaine dernière, c'est ça qui est exceptionnel, tu vois. Tout change autour de lui, mais dès qu'il est sur le terrain, la défense est la même. Le mec a un defensive rating de 99 points sur 100 possessions quand il est sur le terrain. Incroyable. Peu importe les mecs qu'il y a autour. On se rend pas compte de ça. On se rend pas compte de ça. Oh non, mais défenseur de l'année, enfin, dans l'idéal, c'est lui, mais je suis pas sûr qu'il l'est, quoi. Et bah, du coup, je vais enchaîner, moi, mon flop. Alors, mon flop, il est un peu bizarre. Enfin, c'est un peu. Je pense que là, d'ailleurs, les gens doivent se dire, oulala, qu'est-ce qu'il va me dire bizarre après qu'il ait parlé d'un mec qui met Hitler sur sa couverture de musique. Les gens, il y a des gens qui vont être pas bien, là. Non, mais en fait, mon flop, c'est juste la gestion actuellement depuis la blessure de KD. J'ai l'impression qu'on sous-estime tous les Warriors. Enfin, tous. Non, je m'inclus pas dedans. Je n'inclus pas non plus dedans, Tom. Mais d'ailleurs, je vous renvoie à l'article de Antoine du site qu'on salue, qui a expliqué, et je respecte le point de vue, je suis juste pas d'accord, mais je respecte le point de vue, que les Cavs sont limite favoris pour les finales NBA maintenant. D'ailleurs, article qui a été d'ailleurs bravo à Antoine, qui a été relayé par Beansport, enfin on est content. Mais moi j'ai juste un peu de mal. Alors j'ai déjà du mal à 2 points. Le premier point, c'est que j'ai l'impression qu'on oublie complètement c'est quoi les Warriors. C'est juste Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson et Draymond Green, voilà. Enfin, j'ai l'impression qu'on oublie quand même ça. Je sais qu'AD est pas là, mais il va revenir, vous inquiétez pas. Ils ont même pas besoin de lui pour taper le 8e à l'Est. Enfin, même s'il reste premier, enfin bref, vous inquiétez pas pour eux. Et deuxièmement, est-ce qu'on est dans le déni total ou est-ce que les gens regardent Cleveland actuellement? Parce que Cleveland actuellement, c'est 15 fois plus inquiétant que les Warriors. Parce que autant les Warriors, ils ont une excuse, parce qu'ils doivent mettre en place des 5 qu'ils n'ont jamais fait jouer. Autant les Cavs, je sais, ils ont des absents, mais dans le jeu, il se passe quoi à Cleveland là? Ça a toujours été une LeBron dépendance, mais là, c'est une addiction, là, c'est une LeBron addiction. C'est catastrophique ce qui se passe à Cleveland actuellement. Quand LeBron doit faire des matchs héroïques pour sortir dans des matchs contre le Magic, c'est que c'est inquiétant à un niveau, mais moi, je suis 15 fois plus inquiet pour Cleveland que pour les Warriors. Cleveland, on l'a dit, un defensive rating de 114 points sur 100 possessions sur les 10 derniers matchs. 114 points sur... Mais on se rend compte de ce que c'est 114 points sur 100 possessions? J'ai pas de mots, c'est indescriptible, c'est dramatique à un point. Mais après, le truc, c'est que c'est LeBron et c'est l'Est, en fait. C'est que même si tu doutes, tu te dis de toute façon en playoff, voilà quoi. Mais du coup, je peux pas en faire décemment les favoris, quoi. Mais enfin, je pense que les Warriors, en fait, par rapport au 3-1 lead, ils font, ils sous-estiment l'équipe. C'est limite si aujourd'hui quelqu'un te dirait que l'équipe est plus forte avec Barnes au max. Ouais, je vois. Parce qu'en fait, cette équipe-là, faut avoir conscience qu'elle marchait. Il y a un moment où, quand KD était bien, elle marchait sur la NBA sans être à fond. Juste ça. C'est terrible. Voilà. Ils étaient pas à fond, les mecs. Hein. Je vous explique là. Quand ils finissaient les équipes en 2 quarts-temps, ils étaient pas à fond encore. Enfin, on verra ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une grosse sous-estimation là. On va le payer ça, parce qu'en plus, eux, ils sont jamais aussi forts que quand on doute d'eux. Donc là, douter d'eux, je pense qu'ils vont casser 2-3 têtes en playoff et puis plus personne ne va douter des Warriors. Moi, je me fais aucun souci pour eux. Franchement, aucun souci pour eux, les Warriors. De talent, en playoff, c'est le talent qui prime. Tu peux avoir le meilleur collectif qui soit, c'est le talent. L'an dernier, les Cavs, ils gagnent la finale au talent. LeBron, le talent. Ouais. Généralement, quand tu as le meilleur joueur sur le terrain playoff, tu gagnes. Ouais, j'allais dire exactement la même chose. Ouais. Enfin, c'est très rare. Sauf quand le deuxième meilleur joueur est beaucoup trop faible. On l'a vu l'an dernier avec Paul George contre Toronto. Mais tu vas en 7 matchs. Et le problème, c'est que là, les gens vont te rétorquer. Le meilleur joueur, c'est LeBron James. Oui, mais en face, t'as légèrement le deuxième meilleur joueur du monde et un top 5 joueur du monde. C'est pas Barnes, hein. C'est pas Barnes, c'est KD. Enfin, je pense que regardez les finales de Barnes et imaginez-vous juste Kevin Durant dans les corners, wide open, prendre les shoots. Que Barnes a raté pendant 7 matchs.
Ah bah il Non. les rate pas, je vous explique, c'est ça en fait, il les rate pas et en face par contre, KD on l'a déjà dit plus d'une fois, quand il veut défendre il est top 5 NBA à son poste, hein. C'est-à-dire que tu t'en sors pas en fait, il est long, donc là il aura tout le loisir de défendre, parce que contrairement à Oklahoma City, il y aura énormément de puissance de feu à côté de lui, enfin il aura pas besoin de monopoliser le ballon en attaque pour scorer, donc enfin on va finir là-dessus, mais je trouve ça assez... Comme d'ailleurs, on a une question, je crois, sur SoundCloud que j'ai vu arriver dernièrement quant à ça, sur les difficultés en fin de match des Warriors. Ma réponse, elle est très très simple. Alors oui, c'est une question de... Alors là, je pense que là, je vais forcément me tromper sur la prononciation. On va dire que c'est ça, Joe Couren, qui s'inquiète des Warriors en fin de match. Ma réponse, elle est simple. Les Warriors, ils n'ont pas besoin de jouer les fins de match, en fait. Non. C'est ça. Non, 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 non. Non, monsieur, pas besoin. Ils ont fini les matchs avant. Donc, Oui, alors, monsieur. en playoff, oui, mais je m'inquiète pas. Ils sont capables de finir une équipe en 3/4 temps. Donc, les fins de match, pour eux, c'est bien théorique, tout ça. Franchement, je les vois pas jouer des matchs serrés avant peut-être la finale de conf. Et puis après, ça dépendra des match-ups, mais ils ont trop de talent, en fait, comparé. Ils ont trop de talent. Surtout que ils ont trop de talent offensif, surtout que maintenant l'attaque commence vraiment à prendre le pas sur la défense. Les defensive ratings sont en hausse. Ouais, oui, ça c'est un phénomène marquant. Donc du coup, c'est l'attaque quoi. Et l'attaque est vraiment en train de prendre le pas sur la défense là. Du coup, on verra ce que ça donne en playoff. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière dans l'épisode. Utah a une énorme défense, mais t'as pas aucun espoir pour eux s'ils peuvent pas attaquer décemment, tu vois. Enfin, on verra, mais après, on n'a pas de voix contraire, parce qu'on a la même vision sur ce dossier-là, mais on sous-estime une équipe qui a Kevin Durant, Klay Thompson, Stephen Curry, Draymond Green. Alors je sais, il n'y a personne à côté, mais les mecs, vous avez vu l'importance dans les finales l'année dernière de Harrison Barnes, Andrew Bogut, Ezeli et tout le tralala qui est parti. Ils ont aucun intérêt, ces mecs-là. Bogut, si, un peu quand même, parce que son absence peut-être s'est fait sentir, mais le reste, ils avaient aucun intérêt, tu vois. Et puis en playoff, tu joues à 8. Exactement, ils ont assez de mecs pour jouer à 7. Quand tu joues à 8 et 50% des 8 gars qui jouent, c'est les mecs que tu viens de citer, bon courage aux autres en face. Hein. Ouais, mais enfin, on verra, mais moi j'ai aucune. Enfin, on est d'accord sur ce dossier-là. Ouais, parce que les gens s'attendent beaucoup sur ils ont Ian Clark, McCo. C'est pas les mecs qui vont jouer en playoff ces gars-là. Hein. C'est pas forcément même s'ils jouent, ils vont pas jouer plus de 10-15 minutes quoi. Ouais. Et puis ils vont pas être ressortis comme McAdoo l'an dernier en finale, tu vois. Ouais, ça c'est cette grande idée ça. Dans l'historique des grandes idées, c'est classé juste à côté de faire jouer Aaron Gordon en 3 ça. Tu vas pas ressortir McAdoo, truc comme ça. Enfin, franchement, je trouve qu'ils sont... On sous-estime les Warriors, je trouve. Ouais, grandement. Ouais. Je suis totalement d'accord. Alors oui, ils auront pas le même bilan génial que l'an dernier. Oui, ils ont moins de profondeur. Mais ils ont beaucoup plus de talent. Et leur plafond est inimaginable. Ouais, le plafond. Je sais même pas si on a déjà vu cette équipe-là. Est-ce qu'on a déjà vu tous les joueurs être très bons en même temps? Après, il y a une théorie qui veut que c'est tellement des gros talents, ils peuvent pas être très bons en même temps parce que pour qu'un Curry soit bon en même temps qu'un Durant, faut que les deux aient un peu le ballon en main. Tu vois, ils s'annulent en fait, ils peuvent pas arriver à leur maximum tous en même temps. Ouais. Mais heureusement pour les autres. Oui, heureusement. Puis même s'ils arrivent à 80% pour les autres, hasta la vista. Hein, enfin. Après, c'est vrai que Curry est un peu inquiétant avec son adresse et tout ça, mais bon, ça va revenir, ça, je pense. Ouais, c'est très inquiétant. Moi, c'est le Curry, c'est le même Curry, il prend toujours les mêmes shoots. Hein. Enfin, c'est juste que l'an dernier, ça rentrait, donc il était génial. Puis l'année dernière, enfin, de très loin, c'est le moins bon Curry des 3 dernières années, tu vois. Ça, je trouve que ça me fait pas peur, mais. Après, faut pas comparer avec l'an dernier non plus, parce que l'an dernier, il était. Juste, ah ouais, mais. Le Curry de l'an dernier, enfin, si. Le mec avait un PER limite du niveau de Chamberlain, quoi. Le mec était à limite plus de 30, je crois. Il était à 31 de PER ou un truc comme ça. Si on exclut la saison dernière. Si on exclut la saison dernière, mais il est largement moins bon que sa première campagne de MVP, quoi, actuellement. C'est un qui... Surtout au niveau du shoot, qui perdent des ballons, des trucs comme ça, ok. Mais au niveau du shoot, j'avais sorti, ça date de quelques jours, donc c'est plus trop bon, mais sur les 10 derniers matchs, ça devait être entre fin
fin février, début mars, il shootait à 25% derrière l'arc. Ouais, je crois, Stephen Curry. il était à genre à 26 sur 96 ou un truc comme ça. C'est pas normal pour un mec de ce niveau-là, qui a jamais, c'est pas comme s'il avait fait 2 saisons MVP, avant c'était un mauvais shooter, ça a toujours été un shooter exceptionnel, donc. Ouais, Mais ça reviendra. Ça, c'est le seul truc qui m'inquiète. Le reste, c'est les Warriors, quoi. Ils vont étrier les adversaires, et puis voilà. Du coup, je pense que là, on a pété des chronos, là, Tom, nous deux, on est des vrais pipelettes, hein, on Là, peut t'as pas vu, s'arrêter. C'est catastrophique. putain, Donc, 2 minutes de top et flop. Adieu. Ouais. Faut se calmer là, ouais. Du coup, bah, je remercie encore ceux qui ont laissé des commentaires sur iTunes, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas à en laisser, hein, les autres, hein, c'est vraiment cool pour nous. Laissez des commentaires sur SoundCloud, les réseaux sociaux comme d'habitude. Tom, c'était cool. Ouais. Une petite dédicace à ceux qui commencent les playoffs en Fantasy League à partir de ce soir. Et bah alors je prolonge la séquence et je m'auto-attribue un flop parce que j'étais dans la Fantasy League Dunk Hebdo et je sais pas s'il y en a qui nous écoutent qui en font partie et j'ai complètement zappé que j'étais dans cette Fantasy League. Je m'excuse, j'étais un fantôme et moi qui déteste les fantômes dans les Fantasy League, j'ai eu un trou pendant plusieurs, en fait j'ai zappé, donc je m'auto-flop. C'est une première ça, mais gros flop sur moi. Bah, du coup on va conclure là-dessus et on vous souhaite une bonne semaine et puis salut à tous. Salut.